Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parlons laïcité. Nous enregistrons cette émission le jeudi 2 décembre, à 17h à 19h, comme tous les premiers jeudis de chaque mois. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Dominique Peljac, qui est directeur de l'hôpital de Melun et qui va nous parler laïcité et hôpital. Bonjour Dominique. Bonjour Jérémy. Voilà, on va te laisser la parole pour que tu puisses exposer. Et puis par après, on aura les questions et les réponses au public, comme d'accoutumé. Merci encore, merci mille fois pour cette invitation qui m'honore et qui me flatte. J'ai entendu dans le générique, l'objectif est de participer en toute modestie à la vie de la République. Et effectivement, je vais essayer d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice de cette réflexion sur la laïcité à l'hôpital. D'abord, peut-être juste me présenter. Je suis effectivement directeur de l'hôpital de Melun-Sénart. Pour être plus précis, le nom de mon établissement, c'est le groupe hospitalier Sud-Île-de-France, non pas à confondre avec le centre hospitalier sud-francilien. Le groupe hospitalier Sud-Île-de-France est issu de la fusion de l'hôpital de Melun-Sénart et de l'hôpital de Brie-Contrebert. C'est pour ça qu'on porte le nom là depuis maintenant un peu plus de 3 ans de cet établissement. Peut-être juste effectivement me présenter, parce que avant qu'on commence cette émission, certains d'entre vous m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'était qu'un directeur d'hôpital, si j'étais médecin, si je soignais les AVC et si je travaillais en neurologie notamment. Non, un directeur d'hôpital, en France en tout cas, c'est une particularité. C'est un gestionnaire qui n'est pas médecin. En tout cas, dans les hôpitaux publics, puisque ma formation elle est relativement classique. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait ensuite des études de droit, une maîtrise de droit public et 2 Master 2 comme on dit aujourd'hui, une de gestion publique et l'autre de droit de la santé publique. Je suis d'ailleurs par ailleurs docteur en droit médical et droit de la santé. Voilà. Sachant que les directeurs d'hôpitaux sont formés à l'école des hautes études de santé publique qui se trouve à Rennes et qui depuis 1960 forment les gestionnaires et les dirigeants des établissements hospitaliers. Voilà un peu mon parcours très, très rapidement, sachant que au cours de ces 25 dernières années, puisque ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'ai commis un certain nombre d'ouvrages que j'ai ramenés ici, une dizaine à peu près, une centaine d'articles autour de la gestion et du management des établissements de santé. Très tourné effectivement autour de, je dirais, de la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, des établissements de santé, mais aussi un petit fascicule que je vous ai ramené là, qui s'appelle Les droits du patient hospitalisé, qui est très ancien là maintenant, puisqu'il date de 2003. Mais l'idée pour moi était de dire, dans ce monde très fermé, on a tous un jour été à l'hôpital, ne serait-ce qu'en naissant, et peut-être un jour en mourant. Mais finalement, on ne connaît pas cette boîte noire vue de l'extérieur qu'est l'établissement hospitalier. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement pour répondre aux différentes questions qui peuvent se poser. Voilà, en quelques mots, ma présentation. Alors Jérémy m'a invité cette fin d'après-midi pour parler de la laïcité à l'hôpital. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est revenue en mémoire quand j'ai pensé à cette thématique. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 22 ans, qui s'appelle Aminata. Alors Aminata, elle habite dans la banlieue parisienne. C'est une jeune femme qui a eu son baccalauréat il y a quelques années, qui travaille aujourd'hui comme secrétaire dans un établissement bancaire, qui a beaucoup d'ambition, qui sans doute se voit dans quelques années mariée avec des enfants. Enfin bref, c'est une belle jeune femme d'aujourd'hui. Eh bien, Aminata, elle a failli ne pas exister. Alors Aminata, l'histoire commence
moi, j'avais à peu près cet âge, un tout petit peu plus âgé. Je travaillais en Seine-Saint-Denis, à l'hôpital de Saint-Denis, l'hôpital de La Fontaine. Et lorsqu'on est directeur d'hôpital, nous sommes d'astreinte 24 heures sur 24, ou en tout cas, il y a entre les adjoints et le chef d'établissement une permanence qui permet à tout moment d'être disponible. Aujourd'hui, j'ai toujours mon téléphone à côté de moi, même en vacances. Et vous êtes appelé pour différents sujets qui peuvent aller de l'accueil d'un patient à un problème, je ne sais pas, de repas, à la signature d'un prélèvement d'organes, etc., etc. Donc, c'était il y a 22 ans. Je suis appelé le dimanche soir à 23h et ça se passe en maternité. La cadre que j'ai, donc la cadre soignante que j'ai au bout du fil me dit voilà, il y a une famille malienne qui ne parle pas français, qui ne sait pas s'exprimer en français et qui refuse une césarienne pour la maman. Bien. Donc la question que je pose, est-ce qu'on peut déjà échanger avec cette dame? Non, c'est impossible. Avec le monsieur Don, c'est impossible. Donc je vous passe les détails, il faut trouver un interprète. J'essaie au téléphone d'échanger et c'est impossible. Donc je vais sur place, je vais en salle de travail. Donc je m'habille évidemment, la charlotte, la surblouse, etc. Et grâce à l'interprète, j'essaie un peu d'échanger. Puis je me rends compte quand même, finalement, le monsieur, il parlait quand même français. Et donc, il m'explique qu'il refuse pour des raisons religieuses que son épouse aille au bloc opératoire et qu'il n'est pas possible pour lui, et pour elle non plus, qu'il n'est pas possible qu'elle ait cette césarienne parce que césarienne voulait dire anesthésie, et notamment anesthésie générale. Alors, j'ai oublié de préciser que le cadre de santé que j'avais au téléphone me disait qu'il y avait 100% de chances qu'Aminata ne voit pas le jour. Il y avait un nombre de chances ou de malchances, je devrais dire plutôt, que la maman décède. Donc vous imaginez une discussion. Alors je me souviens très bien, c'était des Maliens et c'était des animistes. Et pour encore une fois, des raisons religieuses, refusaient cette intervention chirurgicale. Discussion, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, moi sortant de mes études de droit, je me dis, protection de l'enfant, en tout cas l'enfant à venir, je vais appeler le procureur. Donc vous imaginez, les dimanches, 23h, au bout d'un certain temps, voire un temps certain, je parviens à voir le substitut du procureur et qui me dit la chose suivante, Monsieur Peljac, vous choisissez votre procès. Soit vous l'obligez à aller au bloc opératoire et vous ne respectez pas le principe du consentement aux soins, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, le principe en France, c'est le consentement aux soins. Soit vous n'intervenez pas et c'est non-assistance à personne en danger. Choisissez votre procès. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Voilà, je raccroche et je me dis, j'ai pas beaucoup de solutions. La seule solution que moi j'ai à l'esprit, c'est de sauver la vie de cette femme et sauver la vie de l'enfant, peu importe si j'ai un procès. Et donc il faut y aller. Donc vous imaginez la scène, vous êtes en salle de travail, vous avez l'épouse qui est dans un lit, le mari qui s'accroche au lit, les obstétriciens qui attendent et qui attendent ma décision. Je rappelle que je ne suis pas soignant, je ne suis pas médecin. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle les forces de l'ordre qui arrivent, alors pas du tout en Charlotte, qui arrivent une demi-douzaine dans cette salle de travail, qui mettent le monsieur au sol, qui le menottent. Et l'obstétricien part avec l'épouse qui hurlait en disant je ne veux pas. Enfin, je comprenais pas ce qu'elle disait, mais je comprenais très bien ce qu'elle voulait dire. Et puis bon, le monsieur s'est calmé, les forces de l'ordre sont parties, l'accouchement a eu lieu. Je suis resté avec lui. Donc Aminata est née. Et je lui ai dit mais vous voyez, vous avez une belle petite fille là maintenant, c'est formidable ce que vous vivez. Et sa réponse a été terrifiante. Sa réponse a été non, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous m'avez fait. Vous ne vous rendez pas compte. Si Dieu avait décidé que ma petite fille ne devait pas voir le jour, Dieu avait décidé comme tel. Et je dis, et votre épouse, c'est Dieu qui devait décider. Voilà, je vous ai donné cet exemple-là. Vous voyez, cette petite fille, j'espère, c'est tout ce que j'ai à raconter après, évidemment, je l'ai inventé. J'espère, et vous voyez, ça me poursuit encore une vingtaine d'années après. Je me suis longtemps posé la question, qu'est devenue cette femme, qu'est devenu cet enfant? Mais vous voyez un concentré de ce que peut être
un hôpital où on fréquente la vie, la mort, la souffrance, et effectivement des convictions. En l'occurrence, c'était des convictions religieuses, ce qui est le thème de cette soirée, mais on peut parler d'autres convictions, et c'est à un moment donné des difficultés auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Alors je voudrais dire que la religion à l'hôpital a énormément évolué dans le temps. 1905, laïcisation évidemment en France, mais c'est aussi laïcisation des établissements hospitaliers. Et là aussi, quand Jérémy m'a proposé de faire cette intervention sur la laïcité à l'hôpital, ça m'a remémoré des archives que j'avais retrouvées dans un de mes établissements hospitaliers qui montrait tout le passage qu'on a oublié, totalement oublié, de l'époque de l'Hôtel-Dieu à l'hôpital laïque. N'oublions pas que c'était les sœurs qui ont tenu pendant des années les établissements de santé. Et d'ailleurs, si on remonte plus avant, les hôpitaux, de manière originelle, ce n'était pas la prise en charge des malades. Les hôpitaux, c'était la prise en charge des personnes, des indigents, des pauvres. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, je dirais même des siècles, on est venu à la prise en charge des personnes malades. Et donc, petite anecdote très banale, mais j'avais retrouvé dans les années, au début du siècle dernier, c'est hier, hein, un mémoire en comptabilité analytique, extraordinaire, ou extraordinaire de mauvaise foi, où vous avez des personnes qui expliquent qu'il faut à tout prix laïciser les hôpitaux, l'Hôtel-Dieu, parce que les sœurs coûtent beaucoup trop cher. Et bien oui, elles coûtent trop cher parce qu'elles font 7 fois la prière dans la journée. Et donc, mémoire en comptabilité analytique qui pourrait être reproduit aujourd'hui en 2021, où on démontre par A plus B ce qu'on a envie de démontrer, à savoir qu'il faut laïciser l'hôpital. Et autre anecdote qui m'est revenue en mémoire, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'étaient les ouvroirs. Les ouvroirs, c'était des établissements où des jeunes femmes, ou moins jeunes, on va dire, fabriquaient des ouvrages de dentelle. Et elles vendaient ces produits sur les marchés. Dans l'établissement dans lequel j'étais, il y avait un ouvroir au moment de la laïcisation. Et donc, quand elles vendaient le produit de leur dentelle, il y avait 2300 francs, je crois, qui n'avaient pas été reversés à l'évêché au moment de la laïcisation. Et cette affaire des 2300 francs dans l'établissement dans lequel j'étais a pourri les relations de l'hôpital avec l'évêché pendant au moins 40 ans. L'évêché a réclamé ces 2300 francs pendant toutes ces années. Ça s'est soldé que finalement l'hôpital a payé. Mais c'était pour dire que les relations avec la religion qui aujourd'hui paraissent complexes, d'abord ne datent pas d'hier. Et par ailleurs, on peut faire dire ce qu'on a envie de dire aux chiffres. Alors, juste un mot avant d'aller plus loin dans ma présentation. Je voudrais, parce qu'encore une fois, c'est une boîte noire, rappeler ce qu'est l'hôpital public. J'ai repris assez classiquement des chiffres qui sont publics, hein. Qu'est-ce que l'hôpital ? Parce qu'on mélange souvent hôpital, clinique privée, hôpital participant au service public, avec des terminologies d'ailleurs, on est très jargonnant à l'hôpital comme ailleurs, vous me direz, mais en tout cas qui ont évolué dans le temps. Secteur hospitalier, c'est quoi ? C'est 45%, ce sont des hôpitaux publics. Un tiers sont des cliniques privées, donc à but lucratif. Et d'ailleurs, pour le coup, certaines, on en connaît toutes et tous, ont, encore des sœurs, encore des religieux qui interviennent dans ces établissements-là. Et moi, je ne parlerai pas des cliniques privées, je parlerai bien de l'hôpital public. Et puis, vous avez des structures de droit privé, parfois on les appelle d'ailleurs hôpitaux privés, qui sont vraiment de droit privé, mais qui sont à but non lucratif. Et ça représente à peu près 22% des établissements hospitaliers. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est l'hôpital public, avec une structure publique, avec des fonctionnaires, je suis fonctionnaire, avec des règles de droit public, que ce soit sur la commande, sur les budgets, etc. Sur l'ensemble du secteur d'hospitalisation, on parle souvent des CHU. Les CHU, c'est 32 établissements en France, l'essentiel étant les hôpitaux publics qui ne sont pas CHU. Alors, le U veut dire quoi ? D'ailleurs, c'est RU normalement, c'est Centre hospitalier régional universitaire. C'est la composante, comme son nom l'indique, universitaire, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Non pas que les autres établissements ne fassent pas d'enseignement et de recherche, mais si vous voulez, un CHRU a forcément une convention d'association avec une faculté de santé. On disait une faculté de médecine il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle une faculté de santé, ce que n'a pas
un établissement hospitalier général. Et le nombre, même si ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a un nombre de lits et une taille très différente selon les établissements, retenez à peu près, je grossis le trait, mais c'est à peu près 1000 établissements hospitaliers en France. Voilà ce que représente l'hôpital public. Et puis, très, très rapidement, pour passer sur les chiffres, quand on regarde le budget, ce que ça représente pour la nation, on est à 200 milliards d'euros. Ce sont des chiffres colossaux. Que le nombre de personnel de santé, c'est plus d'1 million de personnes. Voilà ce que représente l'hôpital public en France. Sachant là aussi une distinction importante qui, moi, me paraissait évidente, mais qui n'est pas forcément. Une infirmière n'est pas du personnel médical. On distingue bien à l'hôpital ce que c'est un personnel médical, c'est-à-dire un médecin, de ce que n'est pas des autres, finalement. Donc on distingue bien dans nos gestions le personnel médical du personnel non médical. Et du personnel non médical, ça va de l'infirmière à l'aide-soignante, en passant par l'ouvrier ou l'administratif. Voilà, je ne vais pas vous abreuver de plus de chiffres. Juste vous dire un mot par rapport à mon établissement, donc l'hôpital de Melun-Sénart et l'hôpital de Brie-Comte-Robert. Faut savoir que, à part quelques rares exceptions, je ne citerai pas le nom, l'hôpital public est toujours le premier employeur de la ville. Mon établissement, par exemple, c'est un établissement qui on est 2500 agents, c'est 1 millier de lits, c'est un budget de plus de 200 millions d'euros. Il faut savoir aussi, je fais un petit pas de côté, même si on est loin de la thématique laïcité, il faut savoir qu'un hôpital public, c'est un directeur d'hôpital, évidemment, mais c'est derrière toute une terminologie, une organisation telle qu'elle existe ou qu'elle existait dans les entreprises privées. Autour de moi, il y a un directoire. Je parle de part de marché. J'ai une activité, il y a un financement qui est lié à l'activité de l'établissement. Et là aussi, je ne rentrerai pas dans les détails, sauf s'il y a des questions tout à l'heure, parce que ce n'est vraiment pas la thématique de ce soir. Je dirais les moyens m'importent peu à partir du moment où je n'oublie jamais que je suis un homme du service public et que je prends en charge toute personne qui se présente à l'hôpital, qu'il soit riche ou misérable. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans les propos, j'y reviendrai tout à l'heure si vous avez des questions sur le sujet. Alors, laïcité à l'hôpital. Laïcité à l'hôpital, en fait, c'est finalement très, 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 très simple. Les relations avec les usagers, vous voyez, je dis usagers parce que à l'hôpital, on peut être malade, mais on peut être aussi résident quand on est dans une maison de retraite, et on peut être parturiente. Quand on accouche, on n'est pas malade. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'utiliser le terme d'usager du service public hospitalier. Eh bien, les relations avec ces usagers, et ça commence à dater là, maintenant, même si c'est tardif dans l'histoire hospitalière, eh bien, sont régentés, si je puis dire, par une charte du patient hospitalisé qui date de 1995 et qui donne un certain nombre d'indications dans les relations, les droits et obligations, j'y reviendrai aussi au cours de ma présentation, des patients qui sont dans nos lits. Et puis, plus récemment, pour la thématique qui nous occupe ce soir, une circulaire du 2 février 2005 a précisé les éléments relatifs à la laïcité dans les établissements publics de santé, sachant, et je m'appuierai beaucoup ce soir sur ce document, il y a un guide qui a été commis par l'Observatoire de la laïcité qui précise les éléments sur la laïcité dans les établissements publics de santé. Et je disais que les choses étaient relativement simples. Je vais me permettre de lire le début de la circulaire de 2005, qui est relative à la laïcité dans les établissements de santé, et qui donc rappelle qu'il y avait eu un rapport Stasi qui avait été remis au président de la République en 2003, et qui rappelle que la laïcité est consacrée par l'article 1er de la Constitution de 1958, qui impose à la République, je cite, d'assurer l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Fin de citation. Pour l'hôpital, cela implique deux choses. D'une part, tous les patients sont traités de la même façon, quelle que puisse être leur croyance religieuse. Et les patients, deuxième point, les patients ne doivent pas douter de la neutralité des agents hospitaliers. Voilà, j'ai fini ma conférence, je vous ai tout dit. Tout est là. Tout est là ici, je le redis. Tous les patients doivent être traités de la même façon, quelle que puisse être leur croyance religieuse, d'une part, et d'autre part, les patients ne doivent pas douter de la neutralité des agents hospitaliers. Tout est là. Les textes sont très précis, mais vous allez voir qu'au cours de ma présentation, je vais toujours vous dire oui, mais. Oui, la règle est ça, mais
les règles de fonctionnement, d'hygiène, de sécurité, de continuité du service public s'imposent. Je vous dirai aussi quelques expériences que j'ai où parfois on fait quelques entorses au principe de laïcité parce que la continuité du service public m'impose parfois de tourner parfois la tête un peu ailleurs, sinon l'établissement ne fonctionnerait pas toujours. Alors, dans mon propos, et je le disais là dans les deux indications de cette circulaire de 2005, il y a les agents hospitaliers et puis il y a les patients. Je vais d'abord commencer par les règles, et je vais construire mon propos de cette façon. Les règles qui s'imposent aux structures hospitalières, aux hôpitaux, à l'égard de ces usagers. Et puis, j'indiquerai dans un deuxième temps quels sont les éléments relatifs aux patients par rapport à ce principe de laïcité. Alors, d'abord, effectivement, la question du service public hospitalier, elle a aussi deux parties. Une première partie essentielle qui est relative aux agents hospitaliers, la neutralité que doivent respecter ces agents hospitaliers. Et puis, deuxièmement, la question des bâtiments, parce que parfois, ça se pose aussi en termes de respect de ce principe de laïcité. Alors d'abord, les personnels de santé. Sur ce sujet, j'évoquerai 6 points. Le premier qui est lié à l'interdiction de toute discrimination à l'égard, fondée sur la religion notamment, à l'égard des agents hospitaliers. Deuxièmement, le devoir de neutralité de ces agents hospitaliers, je disais juste avant. Un petit point relatif à la question des étudiants qui travaillent dans nos hôpitaux. Quatrièmement, la question du prosélytisme qui peuvent exister de la part des salariés qui travaillent à l'hôpital. Un mot sur la clause de conscience qui est en débat actuellement. Vous avez peut-être vu, j'en dirai quelques mots là en débat actuellement sur la loi sur l'IVG. Et enfin, un dernier mot concernant les aumôniers. Et après, je viendrai sur la question du bâtiment. Donc, premier point, effectivement, la question de la non-discrimination fondée sur la religion dans l'accès des fonctionnaires. Alors là, je ne vais rien dire d'extraordinaire. À partir du moment où un salarié d'un hôpital public travaille dans cet établissement, il obéit, je dirais, aux mêmes règles de fonctionnement que tout fonctionnaire, qu'il soit un fonctionnaire de l'État ou qu'il soit un fonctionnaire territorial. Vous savez qu'il existe 3 grandes fonctions publiques, l'État, la territoriale et la fonction publique hospitalière. Eh bien, les règles sont les mêmes. Le principe de laïcité, de neutralité des services publics ne doivent pas conduire à la négation de la liberté de conscience de nos agents. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et en tant que tel, un agent public peut se prévaloir de ses propres, convictions personnelles. Arrêt du Conseil d'État, on vous en a sans doute parlé dans d'autres conférences, qui est maintenant relativement ancienne, puisqu'elle date de plus de 20 ans. C'est l'arrêt Mademoiselle Marteau du 3 mai 2000, alors qui ne concernait pas les hôpitaux, mais qui concernait l'éducation nationale, mais qui, encore une fois, est valable pour toutes les fonctions publiques, qui rappelle qu'il est prohibé toute discrimination fondée sur la religion dans l'accès aux fonctions et le déroulement de la carrière d'un agent hospitalier. Les convictions religieuses doivent être indifférentes au recrutement d'un agent. Et de manière générale, la pratique d'une religion ne doit pas être un critère discriminant à l'encontre d'un candidat ou d'un agent contractuel qui prétend être titularisé. Ça paraît évident, mais il faut le rappeler, on doit pouvoir salarier toute personne qui se présente dans un établissement hospitalier, quelles que soient ses convictions religieuses. Je fais un tout petit pas de côté. Je vous disais tout à l'heure, il y avait une distinction entre les médecins et les non-médecins. Un médecin n'est pas fonctionnaire en tant que tel. Un médecin est agent public. C'est une distinction un petit peu fine, alors qu'une infirmière, un ouvrier, soit un administratif, sera bien fonctionnaire. Pour autant, les règles liées à la laïcité sont totalement identiques. Et encore une fois, aucune discrimination ne peut être acceptée. Et d'ailleurs, quelques exemples là, que j'ai repris dans la jurisprudence. Un concours de la fonction publique, puisque tout fonctionnaire est soumis à un concours, a été annulé il y a quelques années parce que le jury avait posé des questions relatives à la religion du candidat et celle de son épouse. Interdiction formelle, on ne peut pas poser de telles questions, évidemment, à l'embauche d'un établissement hospitalier ou plus globalement dans la fonction publique. À l'inverse, le refus
de recruter quelqu'un est possible lorsque le candidat à la fonction publique hospitalière, le candidat à l'entrée dans un hôpital, dit qu'il manifestera, qu'il continuera à manifester ses croyances religieuses dans le service. Donc il dit, moi j'ai un certain nombre de pratiques et je vous affirme que je continuerai à avoir cette pratique pendant le déroulement de mon service. Bien évidemment, ça c'est totalement interdit en tant que tel. Plus globalement, évidemment, le supérieur hiérarchique ou les supérieurs hiérarchiques doivent respecter ce principe de non-discrimination tout au cours de la vie d'un salarié. Et là aussi, je ne vais pas vous les citer, mais le Conseil d'État juge que ni l'appartenance à une religion, ni la pratique à titre privé, même si c'est connu par le supérieur hiérarchique, eh bien, ne peut justifier une mesure défavorable à l'égard de l'agent dans une mauvaise appréciation sur sa feuille de notation, pour une sanction disciplinaire ou a fortiori évidemment un licenciement. Encore une fois, j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est un principe fondamental dans le fonctionnement des établissements hospitaliers. Alors je vous ai dit qu'à chaque fois je vous dirais oui, mais alors le 1er mai arrive. Le 1er mai arrive puisque... Enfin le 1er mai. Mais MAIS, évidemment. Mais l'Observatoire de laïcité, les pouvoirs publics, considère que le dirigeant et l'institution peut prévoir des aménagements pour les salariés de son hôpital, des aménagements notamment liés à une absence à titre religieux. Voilà, c'est admis, c'est dans une circulaire que, au-delà des fêtes, on va dire fériées en France, on peut considérer le directeur de l'hôpital, l'encadreur, peut donner effectivement un jour de congé, en tout cas une autorisation d'absence, pour être beaucoup plus précis, à ce salarié. Je dirais la seule limite, c'est bien évidemment le bon fonctionnement du service. Il est évident que, imaginons que dans un service de réanimation, on ait 2-3 agents qui veulent prendre un jour parce qu'il y a une fête religieuse très particulière. Bien évidemment, ce ne sera pas possible d'accorder cette journée pour l'ensemble des salariés de ce service de réanimation. Je vais vous faire un tout petit pas de côté pour vous dire une expérience un petit peu originale qui se déroule dans mon établissement, donc à Melun-Sénart et à Brie-Comte-Robert. C'est quelque chose qui est très très peu connu, et d'ailleurs qui est très peu connu même de mes collègues. C'est ce qu'on appelle le label diversité. Alors, je ne sais pas si vous savez, il existe ce qu'on appelle une charte de la diversité qui est signée, alors qui donne un certain nombre de critères, et pas forcément religieux d'ailleurs, pour le coup, et pour lequel un certain nombre de chefs d'entreprise ou de responsables de services publics s'engagent à respecter, encore une fois, la non-discrimination liée à l'âge, au sexe, à la religion, etc. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'une certification qui est vérifiée par l'AFNOR, qui est une norme ISO, et qui fait que moi, tous les ans, et là, ça va bientôt m'arriver, là, dans quelques semaines, je vais avoir des experts qui vont venir dans mon établissement et qui vont vérifier si je respecte le principe de diversité dans mes recrutements, de diversité dans la carrière des agents hospitaliers, et je serai ou pas à nouveau labellisé. C'est une expérience très 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 originale. Elle est d'autant plus originale que ça nous pousse à nous poser sans cesse des questions. Comme je le dis toujours, nous sommes tous discriminants, d'une manière ou d'une autre. Quand je vais voir Madame, vous êtes face à moi et je vous vois habillé d'une certaine façon, je n'aurai pas la même image de vous que si vous étiez habillé d'une autre façon. De la même façon, pour les auditeurs, je suis en costume-cravate, c'est peut-être comme ça qu'ils m'envisagent. Si effectivement j'étais en short avec une crête verte sur la tête et des piercings partout, l'image serait totalement différente. Est-ce que ça ferait quelqu'un de moi, quelqu'un de plus compétent ou de moins compétent ? Je ne sais pas. Toujours est-il que, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on a tous une vision, en tout cas, de l'autre. Mais il faut en prendre conscience et il faut pouvoir y travailler. Et dans mon établissement, c'est lié à ce label diversité, il y a une cellule d'écoute qui permet à toute personne qui se sent discriminée dans son travail, on parle bien des salariés,
toute personne qui se sent discriminée va saisir cette cellule, alors discriminée soit par son collègue, un propos, soit par son supérieur hiérarchique, et avec lequel on va pouvoir effectivement travailler tous ensemble sur le bien vivre ensemble dans une collectivité, en l'occurrence un établissement hospitalier. Et évidemment, les questions religieuses se posent aussi, par définition, dans ce type de structure. Et je dirais qu'il faut apprendre à vivre ensemble, bien évidemment. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans un hôpital, je vous disais, dans mon établissement, c'est 2500 salariés, mais c'est 100 métiers. C'est classique, ça. Il y a 100 métiers dans un hôpital. Ce sont des gens, jeunes, moins jeunes, des hommes, des femmes, des religions différentes. Et effectivement, au-delà même de ce principe de non-discrimination, qui est bien sûr fondamental, il est important qu'on apprenne à tous vivre ensemble. Et je promeus vraiment, et s'il y a des questions tout à l'heure, j'y répondrai, à ce label diversité. Donc ça, ce premier point, c'est l'employeur vis-à-vis de ses employés. Deuxièmement, c'est un des points finalement les plus importants, et c'est ce que je disais tout à l'heure au travers de la circulaire de 2005 sur la laïcité à l'hôpital, c'est le devoir de neutralité des agents publics et des salariés à l'égard des usagers, à l'égard des patients, etc. Je rappelle la France, Constitution, hein, la France République laïque, sur l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République, et au travers de la République, l'hôpital public, assure l'égalité des citoyens, quelles que soient ses convictions de ce citoyen, ses croyances du citoyen en question. Et évidemment, un hôpital, service public hospitalier, ne peut pas montrer une préférence ou faire preuve d'une attitude discriminatoire selon l'appartenance religieuse, réelle ou présumée, de tel ou tel usager. Là aussi, ça a été rappelé par la jurisprudence que j'évoquais tout à l'heure de Mademoiselle Marteau du Conseil d'État du 3 mai 2000, qui interdit formellement, aux agents publics de manifester leurs croyances religieuses, quelles que soient d'ailleurs les fonctions exercées par l'agent. Donc que je sois médecin, que je sois directeur, que je sois agent des services hospitaliers, que je sois ouvrier, etc., je ne dois pas montrer mes convictions religieuses, comme je ne dois pas montrer mes convictions politiques ou d'appartenance à tel ou tel groupe. C'est fondamental et c'est ce qui fait le propre de notre service public, et en l'occurrence le service public hospitalier. Alors, petite précision, parce que dans nos établissements hospitaliers, on a aussi des personnels qui exercent parfois, juridiquement, sous l'égide d'une entreprise privée. Prenez l'exemple classique d'une entreprise de ménage qui intervient à l'hôpital ou d'une cafétéria dans un hôpital. C'est la même chose. C'est-à-dire que toute personne qui participe au service public hospitalier, qu'il soit fonctionnaire, agent public ou salarié privé, ne doit pas montrer ses convictions personnelles et notamment ses convictions religieuses. J'ai parfois alors ici ou ailleurs, à rappeler que un agent de ménage ne doit pas montrer des signes ostensibles, et notamment le foulard, sujet classique dont on parle depuis des années, même s'il fait partie d'une société privée. Il rentre dans l'hôpital, il est assimilé à un agent public, comme une infirmière ou un médecin. Donc pas de signes extérieurs, évidemment, et notamment les signes vestimentaires que j'évoquais à l'instant. Alors vous le savez peut-être, la Cour européenne des droits de l'homme s'exprime souvent sur ce type de sujet, avec parfois d'ailleurs des visions différentes que peut avoir la France avec son fameux principe de laïcité par rapport à nos amis européens. Et la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 2015, du 26 novembre pour être précis, a jugé que la neutralité exigée pour les agents du service public hospitalier était proportionnée au but recherché, et qu'ainsi elle n'était pas contraire à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est important de le dire, mais c'était quelque chose, encore une fois, qui est fondamental pour nous Français, de faire reconnaître ce principe de laïcité. Et je vais citer ce qui était exactement écrit. L'hôpital est donc c'est la Cour qui dit ça, la Cour européenne. L'hôpital est un lieu où il est demandé également aux usagers, qui ont pourtant, eux, la liberté d'exprimer leurs convictions religieuses, de contribuer à la mise en œuvre du principe de laïcité en s'abstenant de tout prosélytisme, j'y reviendrai tout à l'heure,
et en respectant l'organisation du service, les impératifs de santé et d'hygiène en particulier. En d'autres termes, la réglementation de l'État concerné, il fait primer les droits d'autrui, l'égalité de traitement des patients et le fonctionnement du service sur les manifestations des croyances religieuses dont elle prend acte. Donc voilà, point fondamental. Lorsqu'on travaille à l'hôpital, on ne montre pas ses convictions religieuses. Quelques exemples. Une chirurgienne d'un CHU souhaitait porter le foulard, j'en parlais tout à l'heure, lorsqu'elle procède à des visites post-opératoires de ses patients. C'est interdit. C'est même un motif de sanction. Le directeur d'hôpital peut aller jusqu'à exclure ce praticien, cette praticienne, parce que c'est contraire au principe de neutralité qui fait de nous des hommes et des femmes du service public. De la même façon, un agent hospitalier, la jurisprudence s'exprime là-dessus, un agent hospitalier homme qui invoque des raisons religieuses pour refuser de serrer la main de ses collègues féminines, c'est susceptible d'une sanction disciplinaire et même d'un licenciement. Alors ça fait partie de la moindre courtoisie en tant que telle de se saluer quand on travaille ou même en collectivité, mais on peut aller jusqu'à la sanction. De la même façon, il y a aussi des jurisprudences sur le fait que un infirmier qui refuserait de se conformer à l'autorité d'une femme pour des raisons religieuses, et d'ailleurs je devrais même enlever le terme de pour des raisons religieuses, évidemment c'est sanctionnable. Alors c'est là que vient mon mais. Tout ça, c'est fondamental et j'essaie de m'y employer au quotidien et je pense qu'on est tous attachés à ces règles-là. Après, ce qui est très compliqué, ça peut l'être en tout cas, et je vais vous donner un exemple tout de suite, c'est lorsque dans un service, vous avez du mal à recruter un certain nombre de personnel et que certains vont vous dire « Non, moi je veux montrer des signes ostensibles ». Donc le principe, c'est évidemment, vous dites, j'ai en tête par exemple un service de pédiatrie il y a quelques années. Pédiatre, c'est extrêmement compliqué. Trouver un pédiatre, alors c'est selon les modes, je dirais selon les périodes, je devrais dire, selon les disciplines, ça a été très compliqué. Elle a refusé d'enlever le foulard et c'est un compromis, et c'est une compromission de ma part, je ne sais pas. L'accord qu'on a trouvé, c'est qu'elle portait en permanence une charlotte. Voilà, donc elle gardait son foulard. Moi, je voyais une charlotte. Je redis, est-ce que j'ai bafoué le principe de laïcité ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que mon service de pédiatrie continue à fonctionner, parce que sans elle, effectivement, je mettais la clé sous la porte. J'ai considéré, même si je le présente de manière très simple, ça a été des très 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 grandes discussions. D'ailleurs, quand on parle de laïcité, souvent... on est sur un débat très 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 passionné. En tout cas, dans cet exemple-là, j'ai, je pense, essayé de sauvegarder à la fois le fait que je devais faire en sorte de continuer à faire travailler mon service de pédiatrie et prendre en charge les enfants et en même temps de rappeler un certain nombre de règles. Je disais tout à l'heure, j'allais dire aussi un mot sur les étudiants. On a beaucoup d'étudiants dans nos hôpitaux. Ce sont des internes, ce sont des étudiants, que ce soit en élèves infirmiers ou élèves aides-soignants, ou ça peut être même d'ailleurs des personnes qui ne sont pas soignants. La règle est relativement simple. Lorsque l'étudiant est en formation universitaire, il n'a pas à, alors certes, il a respecté le principe de laïcité, mais il peut porter des signes religieux parce qu'il est là sous l'autorité de l'enseignement supérieur. En revanche, lorsqu'il va exercer dans un service, et je pense à l'exemple d'un interne, lorsqu'il travaille dans un service, il doit s'abstenir, comme tous les salariés de l'établissement, de toute manifestation. Et là, d'ailleurs, je voulais faire aussi un petit pas de côté, quoique on est plein dans le sujet. Là, il y a quelques mois, il y a quelques mois, puisque ça date du mois de mars de cette année, il y a une question qui s'est posée sur la taille de la barbe. Là aussi, des grands débats très, très, très passionnés. En l'occurrence, si je me souviens bien, c'était un étudiant de nationalité égyptienne, un étudiant en médecine, qui vient en stage dans un hôpital et qui porte manifestement une barbe très, très, très longue. Et le directeur de l'établissement, mon collègue, lui dit cette barbe, c'est un signe d'appartenance religieuse, vous devez couper votre barbe. Voilà. Débat très passionné, j'imagine, dans cet établissement hospitalier. Je ne sais pas ce que j'aurais fait.
Est-ce un signe ostentatoire? Ne l'est-ce pas? Je ne sais pas si tout à l'heure certains auront des réponses à cette question. Ben, je vais vous dire que la jurisprudence est très jésuistique, si je puis me permettre, sur le sujet, sans mauvais jeu de mots, puisque ce praticien, ce stagiaire, hein, il a contesté cette décision du directeur d'hôpital, parce que, j'ai oublié de préciser, il a refusé de couper cette barbe, et le directeur d'hôpital a mis fin à la convention de stage. Donc le praticien en question, il a saisi en première instance le tribunal administratif qui lui a donné tort, donc il a donné raison au directeur de l'hôpital. Il n'est pas resté là, il a saisi la cour administrative d'appel qui lui a également donné tort. Et puis il a été au Conseil d'État. Une histoire de barbe, hein, c'est ça dont on parle. Alors, donc je vous l'ai dit, hein, le tribunal administratif et ensuite la cour administrative d'appel lui ont dit, et notamment la cour administrative d'appel, elle s'était pas fondée sur la taille de la barbe, la taille imposante de la barbe, mais elle a considéré que juste ce fait, à lui seul, pouvait être perçu par les autres comme un signe d'appartenance religieuse contraire au principe de laïcité. Eh bien, figurez-vous que le Conseil d'État a annulé l'annulation du stage et a donné raison à ce stagiaire. Le Conseil d'État, en effet, là aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes, si je puis dire. En tout cas, il faut mesurer chaque mot. Le Conseil d'État donc, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Il a considéré que le seul fait par eux-mêmes était insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public. Il a considéré, le Conseil d'État, qu'il appartenait à la Cour administrative d'appel, et donc au directeur de l'hôpital, en amont bien évidemment, de rechercher s'il y avait d'autres circonstances qui permettaient d'établir que le praticien avait, dans l'exercice de ses fonctions, manifesté ses convictions religieuses. Or, il ne semblait pas que dans cette affaire, il y avait un quelconque prosélytisme. Et donc le Conseil d'État a considéré que non, il ne suffit pas d'avoir une barbe longue pour que ce soit considéré comme étant une manifestation religieuse. Et en l'occurrence, vous voyez, nous sommes donc en 2021, nous sommes toujours sur ce genre de discussion qui passionne énormément les troupes. Et j'imagine que mon collègue ou ma collègue, je ne sais pas dans quel établissement exactement c'était, il a dû avoir quelques soucis de gestion de cette affaire de barbe. Bien, je disais prosélytisme, là aussi, plus que tout, et là il n'y aura pas de mais, il n'y a pas de prosélytisme. Il est clairement interdit de faire, non seulement nous avons cette obligation d'être neutre, je redis ce que j'ai dit à l'instant, mais là, c'est totalement interdit de faire du prosélytisme. Là aussi, on a quelques exemples. Un brancardier qui, sur une de ses collègues infirmières, fait des pressions liées à sa pratique religieuse, c'est une violation du principe de neutralité, c'est interdit. Ce brancardier en question doit être sanctionné et probablement licencié de la fonction publique. De la même façon, un patient qui va exercer des pressions prosélytes sur le personnel hospitalier, avec des tracts, avec des échanges très poussés, on va dire, eh bien, c'est totalement interdit par la loi. Je vais vous donner juste une anecdote, parce que tout ça, c'est très compliqué. J'ai, il y a quelques années, je ne citerai pas les noms, ni même les disciplines, un médecin qui vient me voir en disant j'ai un médecin femme. J'ai un de mes confrères qui est très proche de moi, qui, on va dire, est très harcelant sexuellement, s'entend. Bon, il faut que vous le recadriez. Ça n'a pas été très loin, mais c'est important qu'on mette fin à tout ça. Donc, je convoque évidemment le médecin homme en lui disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je fais un peu la perle à morale. Hein. Ça n'avait pas été très très loin, je le reconnais, mais c'était important d'arrêter ça tout de suite avant que ça aille plus loin. Et il me répond, elle m'amuse, ma consoeur, parce qu'elle croit que je suis musulman. Et donc, elle n'arrête pas de m'envoyer des petits mots sur la fête de l'Aïd, alors que moi, je suis, malgré mon faciès, je suis chrétien catholique. Et je lui ai dit, mais docteur, je ne vois pas ce que ça a à faire dans l'histoire. Vous êtes accusé de pression sexuelle. Ne mettez pas la question religieuse en avant.
Bref, il faut aussi faire attention, et moi le premier en tant que directeur d'hôpital, de ne pas être instrumentalisé sur ce genre de questions. Un mot sur la clause de conscience. Alors la clause de conscience, vous savez peut-être, je vais vous lire un des articles à la fois du Code de déontologie médicale et du Code de la santé publique qui dit la chose suivante. Hors le cas d'urgence, donc en dehors, je devrais dire, en dehors du cas d'urgence, et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Vous avez entendu, un médecin, son code de déontologie peut dire, pour des raisons personnelles, je refuse de soigner monsieur, je refuse de soigner madame. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience, et ça permet à un médecin de refuser la réalisation d'un acte médical, pourtant autorisé par la loi, évidemment, hein, mais qui serait contraire à ses propres convictions personnelles et notamment ses convictions religieuses. Deux limites à cet exercice de cette clause de conscience. D'abord, c'est l'urgence vitale. Évidemment, un patient se présente aux urgences et pour des raisons religieuses ou des raisons personnelles, encore une fois, le médecin refuse. Ça, c'est interdit. Il doit impérativement, lorsqu'il y a une urgence vitale, pratiquer l'acte qui est nécessaire pour sauver la vie de cette personne. Et puis, deuxième bémol à cette clause de conscience, s'il se dégage de cette mission de médecin, il doit informer le patient et il doit l'orienter vers un autre praticien en disant ce praticien-là le prendra à votre charge. Moi, je ne peux pas pour des raisons personnelles. Et effectivement, tout ce que je vous raconte là, c'est dans le code de déontologie et c'est dans le code de la santé publique en tant que tel. Précision encore une fois importante, l'exercice de la clause de conscience ne doit pas être un prétexte pour être discriminatoire vis-à-vis d'un patient. C'est bien mes convictions personnelles à moi, médecin, qu'il faudrait d'ailleurs justifier devant ses pairs, PAIRS, ou justifier devant les juridictions, qui fait que je dois démontrer que ce n'est pas discriminatoire vis-à-vis de cette personne. Alors la clause de conscience, moi je l'ai très très rarement vue exercer, je crois même jamais. Je ne l'ai jamais vue qu'exercer qu'en matière d'IVG. Et d'ailleurs, en matière d'IVG, c'est tout le débat qui est en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est la question de ce qu'on appelle la double clause de conscience. Puisque là, je viens de vous indiquer qu'il y a une clause de conscience générale dans le Code de déontologie et dans le Code de la santé publique. Mais en plus, lorsque la loi IVG a été votée, il y a de nombreuses années, maintenant près de 50 ans, a été votée, c'était l'idée de dire qu'on peut pratiquer une IVG, mais un certain nombre de médecins, lorsqu'ils ont été formés à l'époque, c'était pas forcément dans leur logiciel, je dirais, personnel et religieux. Et l'idée à l'époque, c'était de dire on va réajouter cette clause de conscience qui existait, encore une fois par ailleurs de manière très générale, spécifiquement pour l'IVG, parce que dans quelques années, tout ça, ça va tomber. Cette clause de conscience, il n'y aura plus besoin de l'indiquer spécifiquement pour les IVG. Et là, c'est d'actualité immédiate. C'est pas plus tard que mardi dernier. Il y avait au vote, vous savez qu'il y a un débat actuellement sur les délais d'IVG. Vous savez que c'est toute une discussion en ce moment entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Jusqu'à ces derniers jours, cette double clause de conscience avait été retirée. Elle vient, sous pression d'un certain nombre de médecins, être réintroduite dans la loi en disant un médecin, spécifiquement pour l'IVG, peut faire jouer cette clause de conscience. Je redis, ça ne change rien du point de vue juridique, puisque la clause de conscience générale s'applique à tout médecin. Mais l'Assemblée nationale, dans l'état actuel des choses et à l'heure où je vous parle, a réintroduit cette clause qui avait vocation cette double clause qui avait vocation à disparaître sur les IVG. Alors oui, c'est parfois aussi compliqué, je l'ai déjà vécu, ici ou ailleurs, lorsque, notamment en période estivale, vous avez moins de praticiens et que, je ne sais pas, n'importe quoi, vous avez 3 praticiens et vous en avez 1 ou 2 praticien, j'entends un gynécologue obstétricien, dit j'utilise ma clause, enfin je mets en avant ma clause de conscience. Donc ça peut mettre en difficulté effectivement des établissements hospitaliers, surtout quand on a des petites maternités. J'allais dire Dieu merci. Vous voyez, lapsus, Dieu merci, je n'ai jamais eu à aller plus loin, mais c'est vrai que je pourrais être en difficulté si un certain nombre de praticiens mettaient cette clause de conscience en avant.
Dernier point que je voulais évoquer sur la question de la neutralité des agents hospitaliers à l'égard des patients, c'est la question des aumôniers. Vous savez que la loi de 1905 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est clair, principe de séparation en France. Pourront toutefois être inscrites au budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie, je passe, dans des établissements publics tels que les lycées, les collèges, les écoles, les hospices, les asiles, terme de l'époque, et les prisons. Et donc, effectivement, dans les établissements hospitaliers, vous avez classiquement des aumôniers qui sont salariés par l'établissement ou qui sont bénévoles. D'ailleurs, c'est même incité, promu, je dirais, par les pouvoirs publics, par le biais d'un certain nombre de circulaires, et notamment une circulaire de 2006, qui rappelle les modalités de recrutement des aumôniers. Le souci, c'est que classiquement, vous avez dans les établissements hospitaliers des aumôniers de culte catholique, chrétien. Et que vous avez beaucoup moins, mais c'est lié à l'histoire de notre pays, par définition. Classiquement, vous n'avez pas d'aumôniers salariés, histoire des hôtels-dieux, ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas, très peu, moi j'en connais pas, de salariés musulmans, juifs, etc. Et ce qui peut effectivement poser question, parce que, encore une fois, en tant que tel, nous pouvons avoir dans nos hôpitaux des aumôniers salariés. En général, on est sur une grille d'ailleurs de la fonction publique très particulière des ministres du culte en question. Alors c'est toujours compliqué. Là aussi, on est toujours sur des débats. D'ailleurs, les pouvoirs publics, je vous le disais, nous incitent à aller vers là, puisque considèrent que l'aumônier est quelque part celui qui peut aussi accompagner le patient dans je dirais, dans la prise en charge de sa maladie. En tout cas, c'est comme ça que c'est indiqué dans les textes. La question des lieux de culte, toujours très compliquée. Les lieux de culte, là aussi, classiquement, on a, c'était le cas dans mon établissement, vous savez qu'on a construit un nouvel hôpital à Melun-Sénart, mais dans l'ancien établissement, il y avait une chapelle catholique, par définition, consacrée en tant que telle. Et la discussion a porté sur le fait que dans le nouvel établissement, dans le nouvel hôpital de Melun-Sénart, il n'y aura plus, non pas de lieu de culte, mais il n'y aura plus de lieu de culte réservé aux catholiques. Et donc ça, c'est des discussions qui sont toujours à la fois passionnantes, riches, entre les différents ministres du culte et un établissement, qui est de dire il y aura un lieu de culte, ou un lieu, on va dire, multiculturel. Un jour, ce sera pour les catholiques, le lendemain pour les juifs, le surlendemain pour les musulmans. Et ça, c'est pas toujours facile dans les discussions qu'on peut avoir avec les différents ministres du culte. Et je rappelle par ailleurs que, je parle là des salariés, mais bien évidemment, tous les ministres du culte bénévoles peuvent intervenir dans les établissements hospitaliers. Dernier point, d'ailleurs, des relations que peuvent avoir les établissements hospitaliers avec les aumôniers. Là aussi, c'est une circulaire d'il y a une dizaine d'années, 5 septembre 2011, qui demande aux établissements hospitaliers de désigner un référent chargé des relations avec les aumôneries hospitalières. Donc, dans mon équipe de direction, j'ai une directrice de la qualité qui est chargée des relations avec les ministres du culte. Vous voyez, donc c'est des discussions qui sont toujours empreint de juridisme. Je vous ai fait beaucoup de droit là et rappelé les règles. Mais en pratico-pratique, effectivement, selon les endroits, ça se passe plus ou moins bien. J'ai connu un établissement où le collègue me disait « mais c'est devenu impossible mon lieu multiculturel parce que ça a été investi par une religion en particulier. » Et les personnes en question ne trouvent pas de bâtiment religieux à l'extérieur, donc ils viennent à l'hôpital exercer le culte en question. Et donc ça, c'est aussi à charge pour moi, directeur d'hôpital, de rappeler les règles je dirais, multiculturelles. Alors, je vous ai parlé des personnels, je vais vous dire un mot sur les bâtiments. Là aussi, c'est dans le même acabit que ce que je viens de vous indiquer sur les aumôniers, c'est-à-dire que beaucoup d'hôpitaux, et notamment parisiens, on en connaît tous, mais ça va au-delà, bien évidemment,
se sont construits sur ces hôtels-dieux dont je parlais à l'instant, et qui fait que on se pose parfois des questions de neutralité des bâtiments. Là, la règle, elle est très simple aussi, loi de 1905. Il est interdit à l'avenir d'élever et d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics, et l'hôpital public n'y échappe pas. Il en résulte qu'un bâtiment, un hôpital, doit rester neutre dans la manière d'être perçu par l'extérieur. Ça, c'est la règle. Le mais, c'est évidemment que tout ça, c'est sous-tendu par la culture locale, dit le texte, le patrimoine, l'identité culturelle. Et effectivement, une statue religieuse qui serait depuis des centaines d'années dans un établissement hospitalier n'a pas à être détruite, n'a pas à être supprimée, parce que ça fait partie du patrimoine de l'établissement. Alors, on est à quelques jours de Noël. Là aussi, grande discussion, grand débat. Est-ce qu'on a le droit de mettre un sapin de Noël dans un service, dans le hall d'accueil? Je vois des têtes qui dodelinent dans un sens, qui me disent non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me disent oui? Je ne sais pas. Eh bien, là aussi, jurisprudence, je vais vous le lire. Un sapin de Noël qui est à l'origine d'une tradition païenne n'est pas considéré comme un signe ou un symbole religieux, mais le symbole d'une fête largement laïcisée. Et donc, ce n'est pas contraire au principe de laïcité d'avoir un sapin de Noël dans le hall d'un hôpital public. Autre chose est la question de la crèche, évidemment. Mais le sapin en lui-même, c'est à la base un symbole dit païen, donc il n'y a pas de problème en tant que tel. Vous voyez, ça nous mène très 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 loin dans le rapport qu'on a aux autres quand on est salarié d'un établissement hospitalier. Alors, je vous ai parlé personnel, je vais vous parler maintenant patient. Comme je disais tout à l'heure, usager du service public en tant que tel. La règle, pareil, elle est claire. Les usagers accueillis dans les établissements hospitaliers, d'ailleurs c'est aussi les maisons de retraite, donc les établissements médico-sociaux ou sociaux, ont droit au respect de leurs croyances et doivent être en mesure de participer à l'exercice de leur culte, sans aucun souci. Article R 1112-46 du Code de la santé publique pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Ça, c'est la règle. La limite de l'exercice est toujours la même. C'est les contraintes qui sont liées au bon fonctionnement de l'hôpital et notamment la continuité, la sécurité sanitaire, l'hygiène et l'autre règle, évidemment, l'impératif d'ordre public. Alors là, quelques illustrations. Je vais vous parler de l'alimentation, je vais vous parler du choix du médecin, je vais vous parler du refus de soins, je vais vous parler de la prise en charge des décès, la pratique du culte, de la liberté de conscience et enfin du prosélytisme. L'alimentation, d'abord. L'alimentation, la règle, là aussi, je vous fais grâce de l'article du Code de la santé publique, dit que encadre l'introduction des denrées alimentaires et dit que les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées, ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments, bien évidemment, pas l'alcool. Et le cadre infirmier s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou de boissons, même non alcoolisées, qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire qui est prescrit. Voilà, règle claire, nette, précise. On n'introduit pas de denrées alimentaires dans un établissement hospitalier. Voici le mais. Mais la circulaire de 95, donc qui est relative aux droits des patients, je vous disais tout à l'heure sur la charte des patients hospitalisés, rappelle qu'il est possible de proposer des solutions alternatives. Je cite, « Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion, recueillement, présence d'un ministre du culte, etc., nourriture, liberté d'action et d'expression. » Voilà, donc on nous dit bien qu'à l'hôpital public, on peut proposer des menus cachers, des menus halal, des menus sans porc. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire en tant que tel. Ce n'est pas contraire au principe de laïcité. On peut en discuter pendant des heures. Je vous dis ce qu'il en est. Je vous dis aujourd'hui qu'est le fonctionnement d'un établissement hospitalier. Là aussi, quelques illustrations. Les parents d'un enfant hospitalisé, donc qui exerce l'autorité parentale, souhaitent qu'il ne mange de la nourriture uniquement si c'est conforme aux prescriptions religieuses. Et bien là, c'est très clair. L'équipe médicale doit demander donc aux parents, aux tuteurs légaux s'il est mineur, évidemment quelles sont ses habitudes, s'il a des intolérances,
des aversions particulières. Le juge nous dit qu'il doit être tenu compte dans la mesure possible des différents régimes alimentaires. Pour autant, et notamment la question du jeûne, qui peut se poser effectivement lorsqu'on est hospitalisé, dans certaines religions, vous le savez, impose un jeûne, celui-ci trouve, c'est la limite, c'est l'état de santé de l'intéressé, de la personne, du patient hospitalisé, c'est ça qui court, qui prime avant toute chose. Et donc, pour un mineur ou pour un majeur sous tutelle ou sous curatelle, on ne peut pas imposer, on ne peut pas accepter en tout cas que le jeune en question, on ne peut pas accepter qu'il y ait des risques à l'égard de cette personne, et donc ça, ce sera interdit en tant que tel. En revanche, un majeur qui est hospitalisé et qui ne mange pas de toute la journée, du lever au coucher du soleil, parce qu'il y a cette période de jeûne, en dehors des cas d'urgence, un établissement hospitalier ne peut pas lui imposer de manger. Je dis bien en dehors du cas d'urgence, et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'urgence vitale qui fait que c'est la limite de notre exercice en tant que tel. Ensuite, autre thématique qui malheureusement arrive assez souvent, c'est la question du choix du médecin, du soignant. J'arrive à l'hôpital et j'ai pas envie que ce soit ce médecin-là. Je veux que ce soit un autre médecin. Je veux pas que ce soit un médecin homme. Je veux que ce soit un médecin femme qui me prenne en charge. Règle très simple. C'est la charte du patient hospitalisé. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Ça, c'est un item qui arrive très, très, très souvent, dans tous les choix thérapeutiques d'ailleurs. La personne hospitalisée participe au choix thérapeutique qui la concerne. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement. Le droit du malade au libre choix de son praticien, le droit du malade au libre choix du praticien, et d'ailleurs de son établissement, est un principe fondamental de la législation sanitaire. En tant que malade, je choisis mon établissement, dit le droit, hein, je choisis mon établissement et je choisis mon praticien. Et donc le Code de la santé publique va plus loin. Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades, sauf cas d'urgence, toujours pareil, sauf cas d'urgence, et compte tenu des possibilités de lit, ont libre choix, je l'ai dit, du service dans lequel ils peuvent être hospitalisés. Ça, c'est la règle. Et voici le mais. Le mais, il est toujours très simple. Vous l'avez compris, le cas d'urgence. Merci de me souffler. Le cas d'urgence. Le malade ne peut pas choisir librement son médecin lorsqu'il y a une urgence évidemment vitale par rapport à la personne. Autre limite, c'est les règles de fonctionnement du service ou des règles liées à la délivrance des soins. Il est clair que si le docteur Dupont, il est 3h du matin, le docteur Dupont est de garde et que la patiente veut le docteur Madame Durand, eh bien, elle aura le docteur Dupont. On ne peut pas contrevenir à nos règles de fonctionnement hospitalier, sauf évidemment à perturber le service ou à compromettre les exigences sanitaires. Là aussi, c'est clair, c'est net, c'est clair et net et précis. Et donc, imaginez qu'une patiente, je donne cet exemple-là, encore une fois, une patiente se présente aux urgences, elle ne veut pas être examinée par un médecin homme, eh bien, il va y avoir une discussion qui va s'engager avec la personne en question. Si la patiente refuse toujours, et s'il n'y a pas d'urgence, on l'invitera à quitter l'établissement et aller voir ailleurs si elle trouve, chaussures à son pied. Et cet exemple que j'ai là, je le vis notamment dans une catégorie très particulière, c'est la question des sages-femmes. Il existe des sages-femmes hommes. Il en existe très peu, mais il en existe des sages-femmes hommes. Et pour avoir discuté avec un certain nombre de sages-femmes hommes, c'est parfois très, très, très compliqué d'exercer leur métier, au point même que j'ai souvenir d'une discussion il y a quelques années où un jeune professionnel me disait « je vais arrêter ce métier parce que je ne peux pas aller exercer aussi bien que je ne pourrais ». Je vais avancer parce que Jérémy me montre l'horloge. Avancer sur un point qui est celui du refus de soins. Alors ça, c'est un point très important. C'est celui où un patient dit « je refuse d'être soigné ». Je refuse une transfusion. Je refuse de prendre des médicaments. Là, le texte est très précis aussi. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et le consentement, d'ailleurs, peut être retiré à tout moment. Je vais passer très vite, mais
la Cour européenne des droits de l'homme l'a très bien exprimé dans une jurisprudence de 2002, la jurisprudence Preti, et on ne peut pas imposer à un patient des soins qu'il refuserait en tant que tel. Ce n'est pas possible. Le mais est toujours le même. La question de la non-assistance à personne en danger en tant que telle. Et puis, la législation française a prévu 2 modalités, celle que j'ai indiquée tout à l'heure sur les mineurs ou sur les majeurs sous tutelle. Là, pour le coup, on peut passer outre l'avis des personnes qui ont la responsabilité. Et puis, autre point, si en cas d'urgence, un acte est pratiqué pour sauver la personne, eh bien, le médecin ne sera pas poursuivi pour les actes, alors même que le patient aura refusé, en cas d'urgence, d'être pris en charge. Un mot sur les rites funéraires. Bien évidemment, on respecte les choix des familles. Malheureusement, un contre-exemple, c'est celui qu'on a vécu l'année dernière et encore cette année lié à la crise sanitaire Covid, puisque vous savez que des règles nous étaient imposées par rapport à la mise en bière des corps. Et là, vous voyez, c'est le même exemple, c'est-à-dire toute personne peut choisir les rites funéraire, sa famille va choisir également. La limite de l'exercice, c'est toujours pareil, l'ordre public, la sécurité sanitaire et le bon fonctionnement hospitalier. La pratique du culte, je passe très rapidement. Bien évidemment, dans ma chambre, je peux pratiquer le culte de mon choix. Seule limite de l'exercice aussi, si je suis dans une chambre double, je ne dois pas perturber le voisin évidemment dans son repos ou sa propre prise en charge médicale. Enfin, dernier point, c'est la question de la liberté de conscience et de croyance. Bien évidemment, chaque patient, je le disais en préambule, doit pouvoir effectivement pratiquer le culte de son choix. La limite de l'exercice, c'est toujours la même. C'est la question de l'exercice du médecin. Une femme, par exemple, qui refuserait d'enlever son foulard alors que le médecin doit examiner la personne, eh bien, elle doit enlever son foulard ou alors elle doit choisir un autre praticien ou choisir un autre établissement hospitalier. J'ai l'impression peut-être d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est des sujets qui se présentent au quotidien dans les discussions qui peuvent exister. Enfin, dernier point, c'est la question du prosélytisme. Je le disais tout à l'heure, de la même façon qu'un agent hospitalier ne peut pas être prosélyte, il en est de même pour les patients. C'est une interdiction absolue. Je voudrais juste donner, et puis je développerai évidemment s'il y a des questions. J'en ai pas du tout parlé, mais la question de la radicalisation qui s'oppose à nous. Je suis très, très, très régulièrement sollicité par les renseignements territoriaux, que ce soit par rapport à des personnels ou que ce soit par rapport à des patients. Vous savez peut-être qu'il y a une mission actuellement qui devrait remettre ses conclusions, qui est la mission Pelou. Normalement, fin de ce mois, mois de décembre 2021, des conclusions devraient être remises pour effectivement prévenir la radicalisation dans les établissements hospitaliers. Et puis dernier point, toujours sur cette question du prosélytisme, je vous invite à être extrêmement vigilant sur une association qui s'appelle la Commission consultative des droits de l'homme. La Commission consultative des droits de l'homme, en fait, c'est une association qui a été créée par l'Église de Scientologie et qui vise à combattre les hospitalisations en psychiatrie avec des moyens d'action qui sont parfois répréhensibles, en tout cas sur lesquels nous sommes extrêmement vigilants. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout de l'exercice de cette présentation. Retenez ce qui est le plus fondamental, effectivement, de mon point de vue, ce que je disais au début, c'est qu'au-delà des règles qui sont claires de neutralité et de respect des croyances des uns des autres, effectivement, l'exercice au quotidien n'est pas toujours simple et il faut pouvoir faire continuer nos établissements hospitaliers et je dirais la religion à droit de cité en l'hôpital, à condition effectivement que nous respections ces règles du service public. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup Dominique pour cette brillante... le micro marche ? Oui, le micro marche. Alors, brillante présentation. Et on va passer tout de suite aux questions. Alors, qui veut poser la première question ? Moi, j'en ai une. À vous écouter, ça prend beaucoup de temps. Toutes ces questions, tous ces problèmes que vous rencontrez. On entend beaucoup parler de rentabilité à l'hôpital.
Vous êtes beaucoup occupé par toutes ces questions, par tous ces problèmes, alors que ça concerne des personnels ou des patients. Enfin, ça vous prend beaucoup de temps. Alors je dirais que ça dépend des établissements hospitaliers, les endroits où on se situe, bien évidemment. Après, c'est pas le cœur de mon métier. Heureusement, je pense que, encore une fois, quand on rentre à l'hôpital, on a cœur de prendre en charge toute personne. Ce soir, on parle des différences religieuses, mais je le redis, à l'hôpital, on prend toute personne, qu'elle soit riche ou misérable, quelles que soient ses origines en tant que telle. Donc je dirais que du point de vue des salariés, ma foi, j'ai eu très peu à intervenir sur des personnes qui ne viendraient pas à respecter ce principe de laïcité. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est des patients qui peuvent, dans leur pratique au quotidien, considérer que ne respectons pas suffisamment leurs convictions religieuses. Et ça, parfois, c'est un peu compliqué. L'histoire d'Aminata, dont je parlais tout à l'heure, on est sur une non-discussion, c'est-à-dire que je ne peux pas discuter avec ce papa. C'est impossible. Moi, je viens avec mes valeurs qui sont celles du prendre soin, les valeurs de sauver la vie de quelqu'un et donner la naissance à quelqu'un, finalement, c'est de vie. Et lui vient avec ses valeurs religieuses. Donc on est sur une confrontation où on ne peut pas trouver un terrain d'entente. C'est impossible. Impossible. Encore une fois, quand je discute avec lui à la fin à la naissance de cette petite, il m'en veut. Il m'en veut en disant vous ne vous rendez pas compte de ce que vous m'avez fait. Et comment moi je puis entendre ça? Au contraire, j'étais sur l'idée qu'on a donné vie à quelqu'un. Et donc ce sont ces situations-là qui sont parfois exacerbées, qui peuvent rendre les relations difficiles. Pendant la première ou la deuxième vague en 2020 de Covid-19, on a eu des discussions un peu compliquées. J'ai souvenir d'une famille où ça a été extrêmement compliqué dans la présence de cette famille. En l'occurrence, c'était en réanimation. Mais c'est jamais simple, c'est jamais une seule cause. Il n'y a pas que des causes religieuses. Il y a la peur de la souffrance de l'être cher. Il y a la peur de la mort de l'être cher. Et c'est toujours très, très compliqué. Pour un directeur d'établissement, ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie. En l'occurrence, j'ai interdit la présence d'une fille dont le papa était quelques jours après, elle est décédée. C'était très compliqué parce qu'on était dans des relations exacerbées entre l'équipe soignante et cette famille. Au bout du bout, on a réussi à échanger et j'ai pris, une heure et demie d'échange avec elle en lui disant qu'il y avait des règles dans un hôpital et qu'on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. On n'est pas comme à la maison. Donc, je dirais, je n'ai pas de vérité scientifique, je dirais quantitativement, heureusement, j'ai peu de situations et elles se règlent, je dirais, dans le fonctionnement quotidien d'un soignant avec un soigné. Mais lorsqu'il y a des situations où c'est exacerbé, ça peut effectivement prendre beaucoup de temps. Mais je dirais que c'est mon métier. C'est mon métier d'essayer de convaincre les personnes de pouvoir être soignées. Quand est-ce qu'on mangera mieux dans les hôpitaux? Qu'on mangera moins de viande et qu'on mangera une alimentation saine? Alors, on est loin des questions religieuses. C'est vrai que c'est une discussion qui est toujours compliquée dans les hôpitaux parce que d'un côté, vous avez des soignants qui considèrent que l'alimentation, c'est du soin en tant que tel. De l'autre côté, vous avez une cuisine centrale quand on est dans des gros établissements qui doit être dans une production à la chaîne. D'ailleurs, toujours des débats entre ce qu'on appelle la liaison chaude et la liaison froide. Et c'est des discussions qui sont toujours compliquées. Je donne toujours un exemple où, je pense que ça va un petit peu mieux, mais des échanges que je peux avoir avec certaines diététiciennes. Quand un gamin vient à l'hôpital et vient pendant 2-3 jours, je ne parle pas de pathologie grave, vient 2-3 jours et on va lui donner des brocolis, des haricots verts, c'est de la nourriture saine. Pour autant, le gamin, lui, il a plutôt envie de frites et de steaks. Voilà, ou de nuggets. Bon, qu'est-ce que de la nourriture saine? Ça a été brocolis ou les nuggets? Bon, moi, je considère que on peut quand même aller sur les nuggets et les frites parce que c'est un moment qui est difficile pendant l'hospitalisation du bout de chou ou du gamin. Mieux que lui imposer les brocolis.
Mais les diététiciennes vont vous dire, mais non, c'est une habitude de vie, il vaut mieux lui donner des brocolis, parce qu'à la maison, il prendra l'habitude de manger des brocolis. Bon, voilà, c'est des discussions qu'on a souvent. Moi aussi, je suis le premier à pester quand je vois que ce qui est dans l'assiette, c'est pas toujours ce que nous, on peut faire à la maison. Mais en même temps, il faut comprendre qu'on peut pas avoir, quand on est dans des volumes très, très importants, je disais dans mon établissement, c'est 1 millier de lits, 1000 patients. Et on n'est pas comme au restaurant où on a quelques tables. Mais je suis d'accord avec vous, on a encore beaucoup de progrès à faire. Je voulais juste vous poser une question au niveau de la clause de conscience. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où des médecins ont été réprimandés justement par rapport à leur refus peut-être de soigner un patient qui était, je ne sais pas, on va donner un exemple, c'était un juif va via un arabe ou vers un noir ou je ne sais pas. Un juif ou un musulman, vous voulez dire? Oui, vers un musulman ou quelque chose comme ça. Non, moi j'ai jamais connu ceci. Non, ça pour le coup c'est ce que je disais tout à l'heure sur la clause de conscience, je ne l'ai jamais vu. Depuis 25 ans, je n'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, quand vous dites un juif ou un noir ou un musulman, ça c'est répréhensible. C'est-à-dire qu'un médecin viendrait ou un soignant viendrait me dire « je ne soigne pas une personne du fait de sa couleur de peau ou du fait de sa religion », c'est répréhensible. Non seulement ce serait une sanction disciplinaire, mais je déposerai plainte, je ferai un signalement au procureur. C'est pas ça la clause de conscience. La clause de conscience, et on le voit, je l'ai déjà vu, c'est par rapport à l'IVG. C'est ce que 99% des cas, c'est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'un médecin considère que, pour ses propres convictions, d'ailleurs qui ne sont pas forcément religieuses d'ailleurs pour le coup, mais je n'ai pas à donner la mort, j'ai à donner la vie et pas la mort. Ça, je l'ai déjà vu, effectivement. La loi lui permet. L'essentiel pour moi, et là c'est pas répréhensible puisque c'est permis par la loi, et c'est pas une discrimination pour le coup, c'est pas une discrimination liée à la dame en question, c'est parce que ça pourrait être Madame Dupont comme ça pourrait être Madame Durand. Ce serait pas la même chose que Madame Dupont et les juives, je pratique l'acte médical, Madame Durand, elle est catholique, je ne le pratique pas, ça c'est répréhensible. Vous voyez la distinction. Mais l'essentiel pour moi, une fois que, si je reste sur l'exemple de l'IVG, parce que c'est un droit pour les femmes, elles ont combattu pour ça, et les hommes aussi d'ailleurs, un certain nombre d'hommes, c'est que si un médecin ne peut pas, pour des raisons personnelles, religieuses en l'occurrence, pratiquer cet acte, je dois trouver un autre praticien qui exercera l'acte en question. Mais vous voyez, la distinction, elle est fondamentale, hein, c'est fondamental. Jésus, ça peut partir en confusion un petit peu au niveau, justement, quand vous dites au niveau de la déontologie, où le médecin il a le droit de prendre, en gros, se mettre en retrait pour certaines pratiques. C'est juste au niveau de l'IVG, c'est juste ça que j'ai compris. Je vais vous donner un autre exemple, mais ce n'est pas lié à la religion ou l'être en lui-même, parce qu'encore une fois, ça peut aller au-delà de la religion. C'est la question, même là, je pourrais aussi en parler pendant des heures, parce qu'on pourrait même avoir une conférence sur le sujet, c'est la question de l'acharnement thérapeutique. Bon, à un moment donné, un praticien peut dire je ne veux pas aller plus loin, parce que ce serait de l'acharnement thérapeutique. Vous voyez, c'est pas parce que le monsieur ou cette dame, elle est blanche, jaune, noire, ou elle est juive, musulmane. Non, c'est l'état de santé. Je considère qu'il ne faut pas aller au-delà de ce que peut être, que ce que je considère moi comme médecin comme étant du raisonnable. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que la loi a beaucoup bougé sur le sujet. Mais c'est fondamental, hein. Encore une fois, il ne faut pas que vous ayez à l'esprit que la clause de conscience permet d'être discriminatoire. Je le redis, ce serait répréhensible du point de vue disciplinaire et c'est répréhensible du point de vue judiciaire et pénal. Oui, alors c'est un peu compliqué parce que j'ai voulu répondre à Maya, sauf que monsieur donc, a pris la parole entre-temps. Je disais que maintenant, dans les hôpitaux, enfin moi je parle de la Pitié-Salpêtrière, qui est l'hôpital que je fréquente le plus, il y a quand même 3 menus qui sont proposés tous les jours. Moi personnellement, je n'avais pas de problème particulier. Effectivement, d'autres malades n'arrêtaient pas de se plaindre de la nourriture, qui allait saisir le directeur. Je me dis, le pauvre directeur, au bout d'un moment, il devait attraper les cheveux blancs parce qu'on n'était pas dans un hôtel, voilà. Non, mais je le redis, ce que je disais tout à l'heure, on est loin du sujet laïcité, mais on a encore effectivement beaucoup de progrès à faire sur cette question de l'alimentation de nos patients. De la même façon, ça se pratique de plus en plus. C'était pas le cas il y a 25 ans quand j'ai commencé ce métier. Aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'avoir des menus adaptés. Je citais l'exemple du gamin, mais c'est évident qu'on ne mange pas la même chose quand on a 80 ans ou que lorsqu'on a 40 ans. De la même façon avec les médicaments, mais là je rentre trop dans les détails, mais en psychiatrie, on ne mange pas la même chose forcément que lorsqu'on est dans un service où on va rester 3-4 jours.
Voilà, mais ça peut nous emporter loin ce sujet de l'alimentation à l'hôpital. Alors, moi, je voulais vous poser une question, pour revenir sur la laïcité. Vous avez donné l'exemple de ce soignant qui avait une grande barbe. Ma question, c'était de savoir pourquoi le premier problème qui est venu en tête, c'était sur un aspect religieux et non pas sur un problème d'hygiène. Alors, moi, je ne suis pas le directeur de l'établissement en question. Simplement, effectivement, lorsque vous avez une personne qui a une barbe longue et pour lequel les collègues disent attention, c'est un signe ostentatoire de religion, vous sortez votre logiciel de bon serviteur du service public, en l'occurrence du service public hospitalier, et vous dites voilà, il y a un problème, respecte-t-il ou non le principe de laïcité et de neutralité en l'occurrence du service public. Alors effectivement, le collègue ou la collègue aurait pu prendre le sujet par la question de l'hygiène, mais en l'occurrence, c'était pas ça le sujet. C'est que manifestement, ça posait des soucis dans la vie de l'établissement en question. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la pédiatre qui voulait avoir effectivement son couvre-chef, son foulard en l'occurrence sur la tête, je le dis, est-ce que c'était une compromission de ma part ou un compromis intelligent avec elle? Il n'empêche que, à la base, c'est un certain nombre de praticiens et de soignants qui me disaient attention, il y a quelqu'un qui ne respecte pas le principe de laïcité et de neutralité dans l'hôpital. Voilà, et était-ce une bonne ou une mauvaise solution? Je l'ai pris sous l'angle de l'hygiène en disant docteur, mettez la charlotte, comme ça tout le monde sera content, vous pouvez regarder votre foulard, et puis vu d'extérieur, on ne le verra plus, vous aurez toujours votre charlotte. En fait, je voulais juste relever le fait qu'il y a des années de cela, on ne se serait pas interrogé sur ce problème de religion, on se serait plutôt interrogé sur un problème d'éthique, d'hygiène, voilà. Tout comme le foulard, qui est sur une certaine époque, finalement, remplacer le fichu qu'on mettait. Voilà, si vous avez un personnel de service qui fait le ménage au sein de l'hôpital, à l'époque, et il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes mettaient un fichu ou quelque chose pour se protéger aussi les cheveux, etc. C'était pas forcément un signe religieux. Les femmes qui travaillaient dans les champs, elles avaient toutes un fichu. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on généralise ces problèmes de religion et de signes religieux parce qu'on parle énormément de laïcité, etc. Et est-ce que ça crée pas plutôt justement de la discrimination au sein de la société aujourd'hui, alors qu'il y avait d'autres signes religieux avant et ça ne posait de problème à personne? Je comprends votre question. Ma grand-mère, quand elle allait au champ, elle portait le fichu, évidemment. Simplement, l'hôpital n'est pas... alors qu'on est très hospitalo-centré, comme on dit souvent, l'hôpital n'est pas une île déserte en dehors de la cité. Ce qu'on voit à l'extérieur, ce qu'on voit plutôt à l'intérieur n'est jamais le reflet, peut-être exacerbé, de ce qu'on vit à l'extérieur. Donc les questions du vivre ensemble se posent de la même façon à l'extérieur qu'ils se posent dans une collectivité telle qu'un hôpital. La seule différence, encore une fois, c'est que vous pouvez porter votre foulard ou votre fichu ou tout ce que vous voulez à l'extérieur dans la rue. À l'hôpital, je le redis, donc, comme dans tout service public, nous avons un devoir de neutralité. Le principe de la neutralité, c'est de pouvoir dire, encore une fois, je dois pouvoir, en tant que service public, accueillir toute personne, quelle que soit sa religion, son sexe, sa race, etc. C'est ça le sujet. Et que si je porte un signe politique, ça pourrait être, là on parle de religion, mais ça pourrait être un signe politique, je contreviendrai au principe d'égalité de tous les citoyens vis-à-vis d'un service public. C'est ça le sujet. Voilà. Donc effectivement, l'hôpital n'échappe pas aux exagérations qui peuvent parfois exister. Je disais que parfois il y avait des débats houleux. Moi, il m'appartient en tant que directeur de l'établissement de faire appliquer ce principe de neutralité parce que c'est notre ADN, c'est notre essence même. Voilà. Après, chaque fois, je vous ai dit le 8 mai. Le 8 mai, ça veut dire quand même d'avoir des discussions intelligentes avec cette dame qui est en réanimation et d'arriver jusqu'à se fâcher avec les réanimateurs. J'ai fait le grand écart entre le service de réanimation et la famille. Le 8 mai de cette pédiatre qui voulait à tout prix le foulard. Voilà, c'est le vivre ensemble. Voilà, c'est au-delà de la règle.
Je voulais juste poser une question au niveau de la laïcité aussi. Au niveau de la loi 1905, elle nous donne une liberté de conscience et aussi une liberté de culte. Mais au niveau des patients, s'il fait sa prière dans sa chambre, on va dire, c'est dans un lieu public. Enfin, c'est un peu ostentatoire, non? Non. Si le patient fait sa prière dans sa chambre, zéro problème. Par contre, si toute la famille fait la prière dans le couloir du service, là, il y a un immense problème parce que effectivement, ça pose souci vis-à-vis des autres patients, ça pose souci dans le fonctionnement du service, ça peut poser souci en termes de sécurité. Mais si le patient il est seul et que il se met à genoux, il se met à prier, ça ne gêne personne, ni la sécurité, ni la continuité, ni l'hygiène en tant que telle. Voilà. Par contre, s'il se met à mettre une bougie et que ça risque de mettre le feu à l'établissement, par définition, ce sera interdit. Vous voyez, du point de vue, très théorique, c'est très simple. Ce qui prime, c'est la continuité du service public, l'égalité entre toutes les personnes, quelle que soit leur situation. Le reste, chacun fait ce qu'il veut dans ses propres convictions. Est-ce que l'hôpital Beaujon fait partie du service public? Et si oui, comment se fait-il qu'une personne représentant la religion catholique puisse venir dans les chambres proposer... Alors, l'hôpital Beaujon, ça fait partie de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous savez peut-être pas, mais l'APHP, juridiquement, c'est un établissement en tant que tel. C'est un CHU comme d'autres CHU. L'hôpital de Melun-Sénart, que je représente ici, ne fait pas partie de l'APHP. Alors, le ministre du culte que vous évoquez, c'est que du classique. C'est-à-dire que toute personne qui est hospitalisée dans un établissement hospitalier qui dit au cadre de santé, à l'infirmière ou à l'aide-soignante, je voudrais, moi, pouvoir échanger avec le ministre du culte de mon choix, aucun souci en tant que tel, et peut venir. En revanche, un ministre du culte qui viendrait rentrer dans les chambres sans qu'il ait été invité à le faire par un patient et a fortiori par l'encadrant de santé, ce n'est pas conforme au principe de laïcité et de neutralité. Merci. Et ce que je voudrais souligner aussi, dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle des visiteurs. Pour des malades qui sont isolés, qui n'ont pas de famille. Voilà. Donc ce sont des personnes en fait qui viennent vous voir. Même si je connais leurs convictions religieuses, c'est surtout un dialogue, une attention. Comme il y a des visiteurs de prison, comme il y a de... Et je ne vais pas forcément me poser la question chaque fois, me demander si la personne est chrétienne, si... Eh bien, ça c'est très classique ce que vous évoquez là. Il y a un certain nombre d'associations de bénévoles qui interviennent dans les hôpitaux. Alors les visiteurs, les VMEH en particulier, mais il y a plein d'autres associations qui rentrent dans l'hôpital. Et c'est très bien le lien qui existe entre le patient, la famille ou même des personnes qui sont isolées. C'est formidable ce qui existe. Simplement, je fais un peu de droit, un bénévole qui intervient à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle un collaborateur occasionnel du service public. C'est vrai à l'hôpital comme ça pourrait être vrai dans d'autres fonctions publiques. Il doit obéir au même principe de neutralité, c'est-à-dire que quelqu'un, si vous êtes bénévole, vous madame, visiteuse d'hôpital, vous ne devez pas mettre en avant vos convictions religieuses, politiques et autres. Et d'ailleurs, de la même façon, pour revenir à la question de monsieur tout à l'heure, en tant que visiteur ou visiteuse d'hôpital, vous devez aller rencontrer toutes celles et ceux qui veulent vous rencontrer, quelles que soient leurs convictions religieuses notamment. Je veux dire, en même temps, il ne faut pas être hypocrite non plus. Quand l'aumônerie, quand on parle d'aumônerie, on sait qu'il y a des prêtres ou des chrétiens, vous avez donc les juifs, vous avez les musulmans. Donc on sait que ces gens-là peuvent intervenir dans l'espace public, y compris dans un hôpital, parce qu'on parle aussi de choix confessionnels. C'est là où je suis un peu troublée. Non mais alors j'ai vraiment pas été très clair. Dans les hôpitaux, les aumôniers, salariés ou bénévoles, peuvent intervenir. Voilà. Je vous ai même dit tout à l'heure que moi, ce qui me gêne un tout petit peu plus, c'est que c'est l'histoire, encore une fois, de notre pays. C'est qu'il y a et la transformation de l'hôtel-lieu en hôpital laïque, c'est que traditionnellement, il y a des aumôniers, il y a plus d'aumôniers salariés chrétiens, pour simplifier, que d'aumôniers salariés juifs ou musulmans. Il n'empêche que la loi permet qu'il y ait des aumôniers salariés ou bénévoles,
qui interviennent à la demande d'une personne conformément à ses principes religieux et qui vont échanger. Et là, je dirais, en toute liberté de croyance et d'échange. C'est vrai, par définition, si je suis juif, je vais plutôt faire appel au ministre du culte juif plutôt qu'au ministre du culte catholique. Mais après tout, rien ne me l'interdit. Moi, je connais effectivement des aumôniers catholiques qui, à la demande de musulmans ou de juifs, vont intervenir dans une relation, je dirais, d'homme à homme ou d'homme à femme en tant que tel. Autre chose est la question que vous évoquiez tout à l'heure, celle des bénévoles dans des visiteurs en tant que tels. Et là, pour le coup, on est totalement, je dirais, areligieux. Et d'ailleurs, même c'est une obligation, je réinsiste, c'est une obligation. Un bénévole qui n'est pas un ministre du culte ne doit pas faire prévaloir ou mettre en avant ses convictions politiques, religieuses ou autres. Je tiens à revenir à Aminata. Parce que la question que je me suis posée, vous avez dit qu'il fallait une intervention anesthésiante. Mais je sais par expérience que dans ce cas-là, on peut faire la péridurale, ce qui ne fait pas le même effet et où le père pouvait peut-être assister à la césarienne et la femme restait consciente, elle n'était pas endormie. Et la question, est-ce que ça s'est passé comme ça ou... Parce que c'est vrai, c'est violent, les menottes, mais lui aussi, il a été violent. Alors, c'est la première question qui se pose, et c'est tous les jours au quotidien des échanges qui peuvent exister avec des personnes en tant que telles. En l'occurrence, et moi je ne suis pas médecin, l'obstétricien m'a dit ce n'est pas possible. C'était il y a 22 ans, hein. C'est intervention bloc, anesthésie générale, donc il n'y avait pas d'autre solution. Et la petite décédée est probablement la maman. Évidemment, parce que ce que je ne vous ai pas raconté, je ne vous ai pas raconté toute l'histoire en fait. C'est une coïncidence de cette soirée-là. Mais dans cette soirée-là, j'ai vécu 2 fois la même situation. C'est-à-dire qu'une heure avant, mais c'est vraiment une coïncidence, j'ai une autre petite Aminata, alors je ne sais pas comment elle s'appelait pour le coup, mais là pour le coup, il y a eu une discussion, il y a eu un échange qui a pu avoir lieu avec la famille. Et ça s'est terminé que j'ai même pas eu à intervenir, ou j'ai eu un échange, si je me souviens bien, au téléphone, et tout s'est bien passé, j'ai même pas eu à intervenir. Mais ce que vous évoquez là, c'est ce qui se passe au quotidien, par définition. Par définition, il y a des échanges, et heureusement, il y a des échanges entre une équipe soignante et un soigné. En l'occurrence, quand il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, il n'y a plus de questions. En tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y a plus de questions, et la loi ne nous autorise même pas à avoir à se poser ce genre de questions. Voilà, moi je voudrais connaître votre position par rapport à la violence que certaines familles peuvent émettre, aussi bien en pratique... Donc il y a des familles quand même qui s'en prennent physiquement aux médecins. Donc je suppose qu'il y a quand même, selon le code pénal, ces familles-là, elles doivent être différées. Alors là, on s'éloigne des aspects religieux, hein, parce que la violence à l'hôpital, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, l'hôpital n'est pas isolé du reste de la cité. La violence qu'on peut voir poindre ou se développer, ou qu'on peut déplorer, je dirais à l'extérieur, elle existe aussi à l'hôpital. Et on voit des cas de violence verbale, physique, relativement courant. D'ailleurs, il y a, je ne me souviens plus le terme exact, mais il y a un observatoire de la violence à l'hôpital où on est censé remonter tous les cas de violence dont on a connaissance. Ma politique à moi, c'est la mienne, 0, je dirais, acceptation. C'est-à-dire que systématiquement, lorsque moi j'ai connaissance de violence, je dois pouvoir déposer plainte. Le problème, c'est que je ne peux pas déposer plainte à la place de l'agent. Je ne peux pas. Juridiquement, je ne peux pas. Paradoxalement, je ne peux déposer plainte lorsqu'il y a des dégradations dans l'hôpital. Donc imaginez des situations où vous avez des salariés qui ont pu recevoir un coup et il va y avoir une chaise cassée. En tant que directeur d'hôpital, je ne peux déposer plainte que pour la chaise cassée. Je ne peux même pas me porter partie civile. Alors, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, on met des affiches dans l'hôpital, le zéro violence. Il y a des affiches parfois humoristiques, d'autres qui le sont un peu moins en tant que telles. Ce qu'on fait, c'est, d'une part, on essaie d'accompagner l'agent pour aller déposer plainte. On essaie d'avoir des bonnes relations avec le commissariat pour éviter que les délais d'attente. On fait un pré-enregistrement en ligne. On fait aussi autre chose, et c'est accepté, c'est qu'on domicilie les agents à l'hôpital. Parce que les agents qui travaillent à l'hôpital, ils habitent en ville et probablement sur le même palier que l'agresseur. Donc voilà,
toujours accompagner les personnes en question. Moi, à titre personnel, il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, j'ai été menacé de mort. Voilà, ça a fait quelques articles dans la presse, en l'occurrence un détenu qui était en cavale, qui a été voir sa maman, qui ne devait pas approcher en tant que telle, et je suis formellement opposé à ce qu'il rencontre sa maman, bien évidemment. Et j'ai reçu des menaces de mort, et depuis, pour l'anecdote, il est à Fleury-Mérogis en tant que tel. Voilà, mais c'est des situations... On est loin de la religion, en l'occurrence. On est dans une situation où on constate, on déplore une violence de plus en plus importante dans la cité, et l'hôpital n'y échappe pas. Mais pour moi, il y a, encore une fois, je souhaite toujours accompagner, et même, un point important, j'allais dire même, vous voyez, même moi je minimise, même les violences verbales, un mot ne doit pas être accepté, ne doit jamais être accepté. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, peut-être que vous méconnaissez ça, mais il existe dans les hôpitaux, depuis une vingtaine d'années, des commissions de conciliation. Alors, leur nom a évolué au fur et à mesure du temps, mais parce que l'hôpital n'est pas parfait, par définition. Et ce qu'on constate à l'hôpital, c'est pas scientifique ce que je vous dis là, mais 90% des réclamations qui viennent, au-delà des aspects d'alimentation, 90% des réclamations qui viennent des patients, c'est un défaut de communication. C'est très rare, ça arrive. L'erreur de diagnostic, l'acte thérapeutique qui est mauvais, etc. Mais 90%, c'est l'échange entre le soignant et le soigné. Et vous savez combien c'est compliqué quand on est aux urgences. Vous savez que 70% des urgences pourraient être évitées, ce qu'on appelle de la bobologie en tant que telle, avec parfois effectivement de la défaillance de la médecine de ville du point de vue quantitatif, s'entend, pas du point de vue qualitatif. Mais c'est une grande machinerie. Tous les jours, dans mon établissement, il y a entre 100 et 200 passages aux urgences. Vous imaginez, 200 passages aux urgences. Voilà, ça n'excuse pas. Les notions de bienveillance, de bientraitance, on essaie de les promouvoir au maximum. Mais encore une fois, ça passe dans le dialogue entre le soignant et le soigné. Alors moi, j'avais une question aussi par rapport aux aumôneries. Parce qu'il y a quand même... un budget de payer les aumôniers. Donc, et je me dis, il n'y a que quelques religions visiblement aux aumôniers qui sont privilégiées, alors qu'on sait qu'en France, il y a plus de 3000 formes de religions différentes. Et elles ne sont pas toutes représentées, c'est pas possible. Ça représente combien le budget d'aumônerie pour un hôpital tel que celui basé à Melun ? Alors, mon budget, moi, il est à 230 millions. Un aumônier, ça va... on va dire, chargé, on va être dans les 35 000 euros. Voilà ce dont on parle. On parle de 35 000 euros sur 230 millions. C'est l'épaisseur du trait. Après, là, en l'occurrence, depuis 2 ans, 3 ans même, l'aumônier catholique de mon établissement est parti à la retraite. Et l'évêché ne trouve pas à le remplacer. Par contre, j'ai eu des discussions, je le redis, sur la question du lieu multiculturel. J'ai dû, non pas me fâcher parce que les relations, ça se passe très très bien, et en plus on a plutôt de bonnes relations avec l'ensemble des ministres du culte, ça se passe bien chez moi. Mais rappeler que ce ne sera pas le lieu de culte réservé à une religion comme ça l'était dans l'ancien établissement. Dans l'ancien hôpital, je le redis, c'est la chapelle catholique, et là maintenant dans le nouvel établissement, c'est un lieu multiculturel. Donc c'est plutôt de cet ordre de grandeur-là. Il y a un point que je n'ai pas évoqué. Je rappelle qu'en France, il y a, moi qui suis lorrain, mosellan, il y a un régime, ou plutôt même des régimes où il n'y a pas de séparation totale de l'Église et de l'État. Moi qui suis effectivement mosellan, on est encore sur le régime du concordat. C'est vrai que quand on échange avec les mosellans, pour eux, c'est pas le sujet de la religion qui prime. Pour eux, ce qu'ils voient, c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais les cotisations sont totalement différentes du régime général. D'ailleurs, ce qu'on ne sait peut-être pas toujours, c'est que le régime de sécurité sociale français vient de la réintégration de la Moselle et de l'Alsace, qui connaissait le régime bismarckien, et donc qui a vu effectivement apporter les bienfaits de ce régime de sécurité sociale effectivement au niveau français. Mais quand vous discutez avec des Mosellans ou des Alsaciens, ce qu'ils voient eux en plus, c'est les 2 jours fériés en plus dans l'année. Ce qu'ils voient en plus, c'est une couverture sociale supplémentaire.
Et il voit beaucoup moins la question de la séparation de l'Église et de l'État. Moi qui ai travaillé à Metz pendant un certain nombre d'années, le sujet n'était finalement pas si différent que ça de ce qu'on vit dans la France de l'intérieur, comme on dit là-bas. D'autant plus, je le redis, que la loi de 1905 n'a pas interdit, et même les circulaires suivantes ont promu l'idée d'avoir des aumôniers dans les hôpitaux. Donc finalement, de ce point de vue-là, je ne dis pas le reste sur la cité et le salariat des ministres du culte, d'ailleurs de 4 religions, dans les régimes d'Alsace-Moselle, finalement, ne se posait pas si différemment que ça ce qui peut se faire dans le reste de la France. Voilà, donc je suis mosellane et effectivement, on bénéficie quand même de beaucoup d'avantages allemands. On a quand même des privilèges. Bon, pour avoir au-delà de l'hôpital, commis un article sur le sujet, sur le droit local d'Alsace-Moselle, bon, l'écart est de plus en plus faible. Encore une fois, il y a un alignement entre les deux, mais je le redis, autant je pense que ça mériterait une discussion, même si on est loin d'ailleurs de la Guyane aussi, qui a un régime assez particulier, autant ça mériterait une discussion peut-être dans le cadre de vos conférences, autant je le redis, sur l'hôpital, il y a vraiment très 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 peu de différence entre le régime local d'Alsace-Moselle et ce qu'on vit dans le reste de la France. Il a été évoqué une circulaire qui était proposée par l'Observatoire de la laïcité. Observatoire de la laïcité qui, certains ont qualifié d'abattoir de la laïcité. Il a fait beaucoup de polémiques, cet observatoire, et il a été dissous cette année par les gouvernements. Donc, qu'est-ce que maintenant, sur cette circulaire qui avait été évoquée, est-ce que ça évolue ou pas, ou malgré que cet observatoire, qui n'a pas fait que de la laïcité à proprement parler, a comme incidence ou pas par rapport au droit dans l'hôpital? Non, je dirais très très peu. D'ailleurs, l'observatoire, le guide dont je parlais tout à l'heure, que j'ai sous les yeux, rappelle les grandes règles, mais qui n'ont pas changé finalement beaucoup depuis 1905. Et vous savez, il y a dans le service public, on appelle ce qu'on appelle les lois de Roland. Je ne sais pas si ça vous parle, si on apprend ça en droit administratif, l'adaptabilité du service public, l'égalité, la continuité du service public. Et pour nous, la question de la continuité est fondamentale. Donc tout ça, c'est déjà dans la législation et dans la réglementation depuis un certain nombre d'années. Non, l'Observatoire de la laïcité, et d'ailleurs il existe régulièrement des colloques sur le sujet du rapport entre la religion et l'hôpital, c'est plutôt dans la pratique au quotidien. Le 8 mai que j'ai indiqué à plusieurs reprises montre bien que pour moi les textes sont très clairs, même relativement clairs, mais c'est la question du vivre ensemble dans un établissement hospitalier qui se pose plus. Et effectivement, je redis, ma question tout à l'heure de ma pédiatre et de la Charlotte, compromis ou compromission. Maintenant, même si je suis un farouche défenseur de la laïcité, ce qui prime pour moi, c'est de prendre en charge un malade, et je préfère qu'elle ait effectivement son foulard, je suis désolé de le dire comme tel, et pouvoir sauver des vies et sauver des enfants et de prendre en charge des enfants, plutôt que de partir sur un combat où je sais que je vais perdre d'avance. Après, vous voyez, je suis un peu gêné aux entournures dans tout ce que je dis là. Il n'empêche que moi, c'est le sujet, c'est la vie humaine, et c'est la continuité du service public qui prime. L'Observatoire de la laïcité, après tout, n'a jamais que essayé de donner un guide de bonne pratique sur les situations qu'on peut trouver. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je citais les lieux multiculturels. J'ai vu dans un établissement hospitalier, il y a quelques années, des règles assez claires. Vous rentriez dans le lieu de culte, et alors, on parlait que de 3 religions, mais il y avait une armoire avec, d'un côté, il y avait 3 parties, le ciboire, le chandelier, et puis d'autres signes religieux. Et là, c'est intelligent. Je trouve que c'est très intelligent de pouvoir dire, on va essayer tous ensemble, grâce aux référents de l'équipe de direction en lien avec les cultes, de pouvoir travailler et avoir une vision ensemble de ce que peut être la religion. Vous savez, il y a un sujet qui là aussi, on est loin de la laïcité, mais qui me frappe toujours, c'est que à l'hôpital, souvent, on voit un malade. Je dis, on ne voit pas un malade, on voit une personne. La personne, c'est la même que celle qui vit dans la cité, c'est la même qui va voter, c'est la même qui va consommer, etc., etc. Et donc, la difficulté, c'est que nous, on dépasse la question de l'acte technique, on va dire, l'acte médical, et qu'on voit une personne en tant que telle. Et la question de la religion fait partie de la personne en tant que telle. Et c'est comment concilier tout ça
avec nos objectifs à nous et nos missions de service public. Dernière question. Pour revenir sur la ZAS et à la construction de la plus grande mosquée, et il y a eu des pétitions contre justement contre cette mosquée. Je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Eh bien, je n'ai aucun avis. Je suis fonctionnaire, donc j'ai un principe de neutralité. Et donc, je ne vous donnerai, en tout cas pas devant le micro, je ne vous donnerai pas mon avis. Non mais vous voyez, ça c'est l'application immédiate. Je n'ai pas à avoir d'avis en tant que fonctionnaire, parce que là, je suis face à vous comme fonctionnaire. Je n'ai pas à avoir d'avis sur la construction d'une mosquée. En tant que citoyen, j'aurais bien évidemment un avis. Et puis, je pourrais échanger avec vous si vous le souhaitez. Je peux voter par ailleurs, mais là, je n'ai pas à vous donner mon avis. Vous avez parlé tout à l'heure de lieux multiculturels. Je ne suis pas croyant. Je fais comment ? Je peux aller dans ce lieu multiculturel ? Ah bah tout à fait. Il y a des personnes qui viennent. C'est un endroit en général dans un établissement hospitalier, sauf, je le redis, sauf les anciens hôpitaux qui ont vraiment leur chapelle et avec des signes religieux très très précis. En général, et puis j'ai l'avantage encore une fois d'avoir construit un nouvel hôpital, donc on pouvait le concevoir tel comme on le voulait. En fait, c'est totalement neutre. Il n'y a aucun signe religieux. Et lorsqu'il y a un ministre du culte ou lorsqu'une personne souhaite pratiquer sa religion, d'ailleurs, quand je cherche la Mecque, il y a un petit signe, il faut vraiment le chercher, vers où je me mets et vers où je vais me situer. Lorsqu'il y aura un autre ministre du culte, il va venir avec ces objets. Et donc, vous pouvez très bien, à un moment donné, vous poser, loin du tumulte. On vient de vous apprendre une mauvaise nouvelle vous concernant une autre personne. Vous pouvez venir sans aucun problème, que vous soyez agnostique ou athée. Je voulais savoir si vous aviez été confronté à une situation dans laquelle un patient souhaitait se rendre à l'hôpital et pour des raisons religieuses n'est pas vacciné ni testé, donc n'a pas de passe sanitaire pour des raisons religieuses. Ce serait peut-être retrouvé dans une situation de refus de rentrer dans l'hôpital pour éventuellement passer une simple radio ou un simple acte. Est-ce que vous êtes retrouvé déjà dans cette situation ? Alors, ce soir, on parle de la religion, mais je ne suis pas dans le cœur des hommes. C'est-à-dire que lorsqu'une personne me dit « je ne veux pas tel ou tel acte médical », il ne nous exprime pas toujours les raisons. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que toute personne qui rentre à l'hôpital pour un acte médical, vacciné ou pas vacciné, passe sanitaire ou pas sanitaire, il rentre à l'hôpital parce qu'on doit le prendre en charge, que ce soit en urgence ou en programmé. C'est clair, net, précis. Et quelqu'un qui vient faire une consultation, j'ai n'importe quoi, d'urologie, cardiologie, alors même qu'il n'y a pas d'urgence, je n'ai pas imposé le pass sanitaire parce qu'on doit le prendre en charge. En plus, vous savez très bien que avec la pandémie, je ne sais pas si on peut encore parler de crise sanitaire parce qu'une crise a un début, une fin et que ça commence à durer là. En tout cas, avec la pandémie, on voit très bien qu'il y a eu des retards de prise en charge, voire même des pertes de chance pour un certain nombre de patients. Donc même si ce n'est pas un acte urgent, le patient, je dis le patient, la personne rentre dans l'hôpital et est pris en charge en consultation, et a fortiori aux urgences, n'en parlons pas. Et là, les choses sont effectivement très claires. Après, vous n'avez pas posé une question, c'est la question de l'obligation vaccinale. Puisque, effectivement, tout personnel qui travaille à l'hôpital, vous savez que depuis le 15 septembre, doit être vacciné. Votre serviteur, j'ai presque ma 4e injection. Hein. J'ai déjà eu ma 3e injection il y a 2 mois. Il n'empêche qu'il y a quand même des salariés qui ont refusé, hein, ça fait beaucoup de bruit, de se faire vacciner. Raison religieuse, raison de peur, personnelle, je n'en sais fichtrement rien. Après, au-delà, c'est un peu la même question que monsieur tout à l'heure, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ? Au bout du bout, sur 2500 salariés, j'ai suspendu 11 personnes. C'est rien, 11 personnes. Mais ça m'a pris énormément de temps. Énormément de temps. On a même été, je peux vous dire, jusqu'à proposer à ce que les personnes qui avaient peur de cette vaccination, je parle de soignants hein, ou de non-soignants, en tout cas de salariés d'établissement, on a même proposé à ce qu'ils se fassent vacciner en réanimation. Parce que certains avaient peur de faire un choc en tant que tel. Alors même qu'ils travaillent dans le milieu médical. Est-ce que ce sont des raisons religieuses ou simplement de peur liées à l'acte médical ? Je n'en sais rien. Ce qui arrive aussi parfois, et on n'en a pas parlé, mais c'est le sujet malheureusement assez classique, des témoins de Jéhovah notamment et des transfusions sanguines. Voilà, j'en ai pas parlé dans mes propos. Toujours le même sujet. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le principe du consentement aux soins, dans la limite effectivement de la non-assistance à personne en danger, je dirais même de la vie de la personne en question.
Sauf que les personnes qui n'ont pas de passe sanitaire ne sont pas acceptées dans les établissements, dans les hôpitaux. Et ça, je peux vous en assurer parce que je l'ai vécu dans plusieurs situations. Pour même une personne qui avait un cancer, sans passe sanitaire, la personne ne peut ni aller faire ses examens, ni consulter son cancérologue. Il est refusé l'entrée à cette personne. Une personne de 94 ans. Je ne vous a pas échappé que je ne suis pas le représentant des 1000 établissements hospitaliers de France et de Navarre. Je vous dis ce qui se passe dans mon établissement. Dans mon établissement, autant un visiteur, là, le pass sanitaire s'impose parce qu'il n'y a pas d'obligation, effectivement, il n'y a pas d'urgence en tant que telle, même si je peux vous dire qu'on a accepté que des situations humainement compliquées, quelqu'un qui est en train de perdre son proche, il est 3 heures du matin, il arrive, c'est les dernières minutes, les dernières heures, on a fermé les yeux sur le pass sanitaire. Mais la règle, c'est quand même que le visiteur doit présenter son pass sanitaire. Mais pour autant, pour ce qui concerne le patient, le malade, celui qui a son suivi, dans mon établissement à Melun-Sénart, que ce soit en urgence ou en programmé, nous n'avons pas fermé la porte aux des personnes qui n'avaient pas le pass sanitaire. J'ai eu hier un coup de fil de l'hôpital sud-francilien pour un test de mémoire que j'ai à suivre. Et la personne m'a dit qu'elle allait m'envoyer une convocation. Et j'ai dit que je n'étais pas vaccinée. C'est mon choix. J'assume et je vais bien. Et elle m'a dit que je pouvais passer, que je pouvais venir. Il suffisait d'amener la convocation. Voilà. Voilà un autre avis. Bon, voilà, c'est un exemple, j'en dirai un mot à mon collègue. C'est un exemple ici à Évry-Corbeil où ça peut effectivement bien se passer. Là encore une fois, je ne sais pas si c'est des raisons religieuses ou d'autres raisons, et j'ai pas le savoir, et je n'ai pas le savoir. Je n'ai pas le savoir, ça ne me regarde même pas pourquoi vous refusez de vous faire vacciner. Ce n'est pas mon sujet. Simplement, je considérerais dans la même situation qu'il y a un suivi médical et qu'il y a un acte, ou voire un acte médical qui est important pour vous. Et je fermerai de la même façon les yeux sur le fait que vous soyez vacciné ou pas. Parce que je considère, je dis je personnalise, je suis désolé, mais le médecin, le soignant considérerait que ça pourrait être une perte de chance pour vous de ne pas aller sur cette consultation-là. Et dans la relation, on n'en a pas parlé là, mais la question qu'un médecin ou un soignant doit toujours se poser, c'est la question du bénéfice, la balance bénéfice-risque. Y a-t-il plus de risques à ce que vous n'ayez pas cette consultation que de bénéfices versus effectivement la vaccination. Et dans ces cas-là, pour moi, il n'y a pas de sujet, en tout cas, au sein de mon établissement. Alors, je vais revenir sur 3 choses. Quel est le lien, ou en tout cas la controverse entre la clause de conscience et le serment d'Hippocrate ? Je me suis posé la question. Vous parlez de votre lieu cultuel et il transpire dans votre réponse qu'il y aura un problème de partage de cet espace, c'est-à-dire de culte, justement. Il est difficile, donc, apparemment, en vous écoutant, que chaque culte arrive à trouver des espaces et du mal à se dire que chacun n'a pas son propre espace. Et puis, enfin, je voudrais avoir votre ressentiment sur cette mise à pied de 11 personnes dans votre établissement liées au fait qu'ils ne souhaitaient pas être vaccinés. Comment l'avez-vous appréhendé ? Quel regard avez-vous en tant que directeur d'établissement sur le fait d'être contraint de vous passer de 11 personnes dans votre hôpital, sachant qu'il y a quand même beaucoup de problèmes concernant les effectifs au sein des hôpitaux aujourd'hui ? Alors, 3 questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, dont la dernière qui n'est pas liée au sujet qui nous préoccupe, mais pas de problème pour y répondre. Clause de conscience, serment d'Hippocrate. Je l'exprime peut-être pas de manière suffisamment claire. Le serment d'Hippocrate impose à tout médecin de prendre en charge les patients, encore une fois, quelle que soit leur situation personnelle, leur race, leur religion, leurs opinions politiques. La clause de conscience, certes, peut être un bémol apporté à cette position-là, mais je le redis tout à l'heure, c'est en dehors des cas d'urgence, et notamment d'urgence vitale. Et surtout, encore une fois, je prenais l'exemple de l'IVG tout à l'heure, qui pour moi est surtout le sujet qui se pose dans la clause de conscience. J'ai obligation d'accompagner mon patient. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « Madame, vous venez me voir pour une IVG, je suis gynéco-obstétricien, mes convictions personnelles m'interdisent d'aller pratiquer cette IVG, au revoir madame ». Ça, c'est répréhensible.
Je dois dire, madame, ce sont mes convictions personnelles, religieuses ou peu importe, je vais vous accompagner. Je connais une consoeur ou un confrère qui pourra effectivement pratiquer cet acte. Je crois que c'est fondamental. Et là, en ce sens-là, je respecte mon serment d'Hippocrate, c'est-à-dire la prise en charge du malade. L'espace cultuel, alors j'ai dû très mal m'exprimer là aussi. Personnellement, j'ai pas de souci. Ça se passe bien entre les religions, j'allais dire les religions du livre. Ça se passe très bien dans le partage. Je dis, ce qui a été un peu compliqué pour moi dans la gestion, ça a été de passer d'un ancien hôpital où il y avait une chapelle consacrée, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, une chapelle consacrée, lieu du culte chrétien catholique, à un lieu de culte partagé entre plusieurs religions, voire même, effectivement, pour des personnes qui sont athées ou agnostiques, etc. C'était le fait de faire comprendre qu'il n'y aura pas un lieu de culte réservé à une religion en particulier. Bon, ça a été une discussion ou deux, et aujourd'hui, ça se passe très très bien. Je peux même vous dire, le sujet, c'est même l'inverse. Hein, comme toutes les églises en France et en Navarre sont plutôt vides, le lieu de multicultuel dans mon établissement, quand j'y passe devant, je vois très rarement de personnes. Hein, très 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 rarement. Non, l'échange se passe très bien. En revanche, j'ai connaissance d'endroits où c'est un peu plus compliqué. Tout à l'heure, vous citiez des mosquées où il n'y a pas de mosquée et il y a un hôpital juste à côté, où un certain nombre de... Je sais qu'il y a des cas où un certain nombre de personnes, je dirais, privatisent le lieu multiculturel pour leur religion. Ça, c'est compliqué pour un directeur d'hôpital. Heureusement, je ne vis pas ça dans mon établissement. Dernier point, c'est la question alors qui n'a rien à voir avec le sujet de la laïcité, le sujet de la mise à pied, la suspension, pour être plus précis, des personnes en question. C'est effectivement un sujet compliqué. Mon discours a toujours été un discours à la fois responsabilisant, parce que moi, je suis convaincu par la vaccination et que je pense que on doit se faire vacciner quand on prend soin des autres, mais en même temps, c'est pas un discours culpabilisant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes, j'allais dire, sont majeures et vaccinées, justement non, en tout cas majeures et non vaccinées, c'est leur choix. C'est leur choix. Je dois vous accompagner sur ce chemin pour faire en sorte de vous faire rencontrer un infectiologue qui va vous expliquer quels sont les risques potentiels liés à la vaccination. Je disais tout à l'heure qu'on a même été jusqu'à proposer à une personne, une aide-soignante en l'occurrence qui travaille en EHPAD, de se faire vacciner en réanimation parce que elle avait peur de faire un choc suite à la vaccination. Donc je pense qu'on a été extrêmement loin dans le dialogue et l'échange. Pas plus tard que ce matin, je viens d'apprendre que dans mon établissement, un informaticien qui faisait partie des 11 suspendus avait fait le pari que le gouvernement allait changer de position au 15 novembre et qu'il allait avoir un revirement de situation. Il se rend bien compte que le gouvernement non seulement ne change pas de position, mais avance sur la 3e injection, qui à l'heure actuelle n'est pas obligatoire pour les soignants. Même si le pass sanitaire va s'appliquer comme, je dirais, le commun des mortels, il n'empêche que ce monsieur s'est fait vacciner. Voilà. Alors, faut bien faire nourrir ses enfants. Maintenant, j'ai une autre aide-soignante qui refuse, qui a quelques mois de la retraite et qui dit non, j'ai trop peur. Bien, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais pas de discours culpabilisant. C'est son choix. Les 11 sur les 2500, ça ne m'a pas vraiment mis en difficulté. Je dirais que la moitié sont des soignants, l'autre moitié sont des non-soignants. Et c'est à peu près ce qu'on a vécu à peu près partout. Voilà, mais là aussi, liberté de conscience de la personne. Elle fait un choix, elle refuse de se faire vacciner, elle perd son emploi, c'est dramatique, hein, mais c'est elle qui choisit. Après, j'ai toujours dit, et la preuve, c'est l'exemple de ce monsieur que j'évoquais là, ma porte est toujours ouverte. La porte des infectiologues de l'établissement, la porte des médecins est toujours ouverte et on est là pour accompagner l'ensemble des maillons de notre chaîne, de notre communauté hospitalière. Merci beaucoup. Voilà, on va se diriger vers la fin de notre émission. Merci à tous, je pense qu'on peut l'applaudir, hein. Merci Dominique. La prochaine fois que nous nous donnerons rendez-vous, ça sera le jeudi 6 janvier, donc de 17h à 19h comme d'habitude. Nous recevrons Jacqueline Costalasco, qui était une membre de la commission Stasi, qui va nous parler des adolescents et de la laïcité. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous et à bientôt. Merci.
Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.